Donc merci à toutes et tous d'être présentes aujourd'hui. C'est la session d'introduction aux négociations climatiques, donc la première vraie session de ce cycle de formation. On va se représenter rapidement avec les bénévoles, organisateurs, organisatrices de ce cycle de formation. Donc moi c'est Anna, je suis jeune déléguée au sein de la délégation française. Je suis jeune déléguée senior et je travaille en binôme avec Rania, que je vais laisser se présenter. Merci, salut à toutes et à tous. Moi je suis Rania, j'ai 23 ans et je suis la jeune déléguée junior. Et voilà, je suis encore étudiante. Et si les copains de chez Climate veulent se présenter aussi. Coucou tout le monde, moi c'est Léo, du coup je travaille avec Climate depuis 2 ans maintenant et voilà, c'est un plaisir d'être avec vous ce soir. Hello, désolée, je suis un peu dans les transports. Moi, c'est Yasmine et je suis coprésidente de Climate cette année. Voilà, pour faire rapidement. Je sais pas si Je sais pas si Jeanne. Jeanne est là. Et non, je ne l'ai pas vu passer, mais il y a une autre bénévole de chez Climate qui organise le cycle de formation avec nous, mais il nous rejoindra, je pense, en cours de route. Ok, super. Et bah du coup, on va pouvoir passer à la personne, la star qui va nous nous présenter la formation intro au négo climatique aujourd'hui. Donc Marine qui travaille au réseau Action Climat, que je vais laisser se présenter et présenter le RAC par la même occasion. Merci Anna, merci Rania, merci à tout le monde et bonjour, bonsoir plutôt. Donc je ne suis pas encore une star, mais je suis quand même ravie d'être avec vous ce soir. Donc voilà, comme Anna le disait, je travaille au Réseau Action Climat, qui est une association qui est née des négociations en fait. Hein. Le on est le bureau français d'un réseau international qui s'appelle le Climate Action Network et qui est vraiment né au sein des toutes premières COP. Donc voilà, donc on travaille sur la transition écologique, sur tous ces sujets et aussi toutes ces échelles. Et donc moi, avec une autre collègue, on travaille sur l'international et on coordonne notre réseau qui comprend 27 associations nationales et 10 locales en France. On les coordonne donc tous ces gens sur les COP, les G7, les G20, tous ces trucs-là. Et donc dans nos membres, je vous invite à aller voir notre page, mais vous avez des associations, on va dire, assez connues environnementales comme Greenpeace ou WWF, mais il y a aussi des associations qui sont un petit peu plus, qui peuvent être sur le développement ou la solidarité internationale, comme Oxfam, comme CARE, comme Action contre la faim. Bref, je vous invite à aller voir. Et je sais pas si Anna, tu veux présenter d'abord un peu le déroulé ou si je lance. Vas-y. Je peux présenter le déroulé. Donc, Allez. le but, c'était de vous faire une formation quand même assez complète sur les négociations internationales, le pourquoi de ces négociations avec un petit peu d'historique, comment elles ont été créées et comment on en est arrivé à l'année de la COP 31. Donc, ça fait quand même quelques années. Donc, les différentes étapes des négociations autour de la CNUC. Donc, on verra plus en détail ce que c'est la CNUC après et aussi les différents acteurs qui participent à ces négociations-là, les principaux textes et les principales décisions qui ont été prises et l'influence actuelle des négociations pour que vous puissiez comprendre déjà le contexte et ensuite, et c'est quand même le but après, savoir que nous, ce qu'on peut faire en tant que société civile dans ces négociations-là, où est-ce qu'on peut se situer, comment est-ce que la société civile et d'autres acteurs agissent déjà et quelle petite place on peut jouer, nous, en tant que jeunes. Donc le but, c'est vraiment d'introduire les négociations internationales sur le climat pour ensuite aller plus deep down dans des sujets en particulier. On vous l'a évoqué la dernière fois, mais par exemple, la semaine prochaine, il y aura deux formations, une sur l'atténuation du changement climatique et une sur l'adaptation au changement climatique. Donc, qui sont deux sujets qui, par exemple, font partie des enjeux de l'accord de Paris dont on va parler là. Donc, le but, c'est vraiment que vous compreniez de manière globale et assez macro comment ça se passe pour vous préparer à rentrer dans le vif de chaque sujet après.
Et pour ça, un grand merci à Marine et au Réseau Action Climat, qui en plus, vous avez beaucoup de chance, sont quand même assez experts et référentes sur le sujet. Donc voilà. Ok. Et ben dans ce cas-là, ah bah oui, j'avais fait une slide, c'est vrai. Bah vous pourrez aller voir. Je vous ai déjà expliqué qui on était. Euh, et du coup, bah, si ça vous va, je vous propose qu'on commence du coup sur les fondamentaux. Donc ce qu'on s'était dit avec Anna et Rania, c'est qu'on fasse entre 30 et 40, 45 minutes de présentation et après un temps similaire pour les questions. Donc, juste pour vous dire, voilà, ça va peut-être paraître un peu beaucoup d'un coup, mais vous aurez les slides et surtout, comme dit Anna, n'hésitez pas aussi à poser vos questions au fur et à mesure dans le chat parce que ça peut aussi nous permettre de mieux répondre ensuite. Voilà, je vais essayer de pas vous assommer en ce lundi soir. Alors, c'est quoi une COP? Je voulais commencer par une petite slide. Pour peut-être un peu vous les resituer, c'est-à-dire que souvent c'est un peu présenté comme le Graal sur le climat et même sur le multilatéralisme en général. Il n'y a pas beaucoup de sujets au sein de l'ONU qui ont le droit d'avoir des réunions annuelles avec des décisions politiques derrière, c'est même très très rare. Donc c'est vrai que c'est un élément qui est assez impressionnant et du coup on a beaucoup d'attentes. Mais il faut pas oublier qu'en fait, les COP, elles sont très très liées à ce qui se passe autour d'elles. Donc que ce soit dans des espaces multilatéraux autres ou pas multilatéraux, d'ailleurs, ça peut être au G7, au G20, mais c'est aussi ce qui se passe dans d'autres instances internationales comme le FMI, la Banque mondiale. Donc voilà, faut juste aussi déjà rappeler que là, on se focalise sur la CNUC et les COP, mais en soi, il y a tout un monde autour de tout ça. Euh, qui fait que elles sont pas du tout indépendantes du contexte dans lequel elles se déroulent. Voilà, donc ça c'est un peu déjà pour poser un petit peu le cadre. Mais bon, maintenant on va plonger un petit peu. Euh, En fait, on va essayer de comprendre comment ça s'est construit, parce qu'en fait, les COP, c'est le résultat d'un régime international sur le climat qui s'est construit. Donc, je ne sais pas si vous connaissez un petit peu, ça, on pourrait même remonter à l'histoire du mouvement climat-écologie qui a vraiment commencé à émerger dans les années 60, qui est un mouvement qui a quand même beaucoup pris ses racines au départ dans un mouvement pour la paix. Et d'ailleurs, ça se voit dans le nom de certaines associations qui sont anciennes, comme Greenpeace, par exemple. Donc, on est sur plutôt la lutte contre les essais nucléaires, par exemple. On est voilà sur des mouvements aussi. Si vous regardez ce qui a pu se passer dans les territoires ultramarins français, on est vraiment sur des mouvements de résistance, soit à la colonisation, à l'expropriation. Donc voilà, c'est un mouvement qui a vraiment commencé déjà dans les années 60, mais le régime commence à prendre forme plutôt dans les années 70, où là, on a une première conférence des Nations Unies sur l'environnement à Stockholm, où en fait, vraiment, l'environnement est une question majeure à l'international. Avant, c'était quelque chose qui était, comme je vous disais, plutôt traité par la société civile, mais les États ne portaient pas ce sujet-là, et l'ONU non plus, d'ailleurs, au passage. Et un peu plus, bah même bien plus de 10 ans après, ça fait son petit bonhomme de chemin. On se rend compte qu'effectivement, il fait de plus en plus chaud. Hein, voilà, c'est aussi bête que ça. Il y a des aléas climatiques qui commencent tout doucement à se dessiner. Et suite aussi à une pression en fait et de la société civile, mais aussi d'une certaine manière bah, du corpus scientifique qui voit en fait depuis le début des années 70, qui dit déjà il y a un réchauffement climatique créé par les humains. On a la création du GIEC, qui est en fait l'organe, si vous voulez, scientifique sur le climat. Et ça, c'est la fondation scientifique en fait du régime international. C'est-à-dire qu'on a commencé par construire une base scientifique pour ensuite aller sur des espaces plus politiques. Et là, ça prend forme en 1992, donc cette fois, ça a été un peu plus rapide, où l'ONU, en fait, organise une conférence des parties. Alors, c'est le nom de la... Là, c'était pas encore une COP, hein, mais ça s'appelait vraiment le sommet de la Terre. Mais en fait, ils décident de dire, j'invite toutes les parties, donc c'est tous les États, à parler du climat, de l'environnement de manière générale, et à voir ce qu'on peut faire de ce sujet. Et c'est là qu'on décide de créer trois conventions. La Convention pour le climat, la fameuse CNUC,
la Convention pour la diversité biologique et la Convention pour la diversification. Et toutes ces conventions, elles ont un système de réunion annuel ou tous les 2 ans, et ça s'appelle des COP. Dans la partie climat, c'est celle dont on va parler aujourd'hui, mais vraiment garder en tête qu'en soi, il y a quand même désertification et biodiversité à côté. En fait, les COP, c'est quand même encore plus large que ce qu'on peut, qu'on peut comprendre là comme ça. Moi, je suis que les COP climat, mais en soi, c'est bien d'avoir une petite vue un peu plus large sur ce qui se passe dans les autres conventions. Mais si on se concentre sur celles qui sont climat, elles sont mises en place chaque année sous la direction de l'Organisation des Nations Unies. Donc c'est vraiment un produit onusien. Euh, tous les pays, en fait, ils sont représentés. Vous avez, on va y revenir, il y a une présidence qui l'organise, il y a tout un système de sélection, etc., pour que la COP se fasse ait lieu. Mais il faut pas oublier qu'on est quand même sur un produit des Nations Unies, donc on est bien dans du multilatéralisme. Alors, si on va sur cette fameuse convention climat, je vous ai pas mis tous les articles, parce que je vous laisserai lire si ça vous intéresse. Mais il y a quand même 3 articles que je voulais absolument vous mentionner qui sont très très importants. Déjà, je vous ai quand même mis l'objectif de la Convention 4 des Nations Unies sur le changement climatique, la CNUC, donc stabiliser les concentrations de gaz à effet de serre à un niveau qui empêche toute perturbation anthropique dangereuse du système climatique. Donc ça, c'est pour ça que ça a été créé. Faut le garder en tête parce que des fois, c'est référé par les parties de retourner aux articles de la Convention pour rappeler pourquoi on est là tous les ans. Bah, si vous entendez parler de l'article 2, c'est cette phrase-là euh, qui, du coup, bah, elle a mentionné le nom atténuation tout à l'heure. Anna, c'est effectivement un article qui est quand même très focalisé sur l'atténuation et qui était le départ, en fait, du régime climatique. On va voir que ça s'est élargi par après. Dans l'article 3, vous avez des principes enfin, en fait, il est expliqué que la Convention a plusieurs principes qui doivent vraiment guider cette discussion pour l'objectif de l'article 2. Un principe fondamental, c'est les responsabilités communes et différenciées qui ont été répétées dans l'accord de Paris. Vous allez voir, ça va revenir beaucoup. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a tous notre responsabilité face au changement climatique et dans son combat, mais pas les mêmes degrés de responsabilité. Donc ça veut dire qu'un pays qui a historiquement pollué, donc c'est le cas des pays européens, mais aussi d'Amérique du Nord, l'Australie, ils n'ont pas la même responsabilité que les pays africains, par exemple, les pays insulaires. Les BRICS, en fait, on a tous des responsabilités différenciées et il faut le reconnaître, c'est vraiment une question de justice, c'est-à-dire on va pas demander au Bangladesh de payer la même chose que les États-Unis ou un pays européen comme la France qui a en fait créé le problème, alors que les autres sont plus victimes mais très très peu pollueurs. Donc c'est vraiment ça, c'est la base d'équité, en fait, c'est l'aspect équité de cette convention cadre et c'est vraiment très très important, vous allez voir, parce que ça revient très souvent dans les négociations. Et enfin, l'article 4 intéressant aussi, de voir qu'en fait, à travers ces différentes COP, il va y avoir un ensemble d'engagements et d'obligations à destination des parties. Donc là, déjà, dans l'article 4, on voit que les États doivent préparer un inventaire national de leurs émissions de gaz à effet de serre. Donc ça nous aide quand même à bien comprendre justement qui pollue moins, de prendre des mesures d'atténuation. Et les pays développés doivent fournir des ressources financières et technologiques aux pays en développement. Donc ça, c'est déjà dans le texte en 1992. Et vous allez voir que c'est en fait ce qui continue de créer de la tension aujourd'hui, en 2026. Voilà. Donc c'est ça, en fait, la base de tout, c'est un peu ces 3 articles-là. Et donc si on se met dans la tête d'un négociateur ou d'une négociatrice, le rôle des COP, c'est d'opérationnaliser les obligations de la CNUC. On est là pour réaliser ce qu'on a signé en 1992. Et donc, je vous rassure, je ne vous ai pas fait l'historique de toutes les COP depuis 1992. Il y en a eu des importantes, des moins importantes, il y a eu des fiascos. Je suis pas revenue non plus sur quelque chose qui est quand même important, qui était le premier accord sous la CNUC, qui était celui enfin, c'était pas un accord, c'était un protocole, le protocole de Kyoto. Mais je vous invite quand même, si vous avez le temps, à aller un peu vous renseigner sur ce que c'était, parce que ça a quand même laissé des bases pour l'accord de Paris qui sont intéressantes. Ça a été vraiment le premier texte un peu opérationnel de dire ah bon, on va essayer de faire ça ensemble, et finalement il n'a jamais été fait, notamment parce que les États-Unis ont fini par s'y opposer. Ce texte concernait uniquement les pays développés.
Et les États-Unis ont refusé de faire des efforts, alors que les pays en développement n'en faisaient pas, en particulier les nouveaux pollueurs. Donc là, on parle justement de certains pays comme la Chine. Et donc, il y a eu on va dire qu'il y a eu des allées et venues entre 98, qui est l'année du protocole de Kyoto, et 2015, où là, on a à nouveau un texte où celui-là, il est adopté en tant qu'accord international. Donc là, c'est quand même important. Ça veut dire que c'est quand même en termes de... Évidemment, c'est pas contraignant juridiquement, mais quand même, ça a en fait une importance capitale dans la loi internationale. Donc ça, c'est intéressant et ça envoie des signaux politiques qui sont très très forts. C'est pas juste un protocole. On reviendra sur l'accord de Paris après, qu'est-ce que c'est? Donc je vous laisse le suspense pour ceux et celles qui voient pas encore. Je ne sais pas pourquoi c'est pas du tout 2025, hein, n'importe quoi. C'est c'est 2015, mais tout va bien. Et c'est la COP 21, pas la COP 15. Tout va très bien. Vous allez voir, Mais qu'est-ce que... Ah oui, donc tout est déplacé. Bah alors, je sais pas ce qui s'est passé. Excusez-moi. Donc, c'est pas grave. En 2018, on va à Katowice, où là, c'est les règles de l'accord de Paris qui est adopté. Donc, en fait, là aussi, on va encore plus loin que Kyoto. C'est-à-dire qu'on n'a pas juste transformé ce texte en un accord international, c'est qu'on en fait aussi un peu on va dire les règles du jeu, même si c'est pas un jeu, hein, mais c'est-à-dire qu'on dit pas juste on veut faire ça, 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 on essaye de dire comment on va faire ça, ça, ça. Donc là, en termes aussi d'impact pour le droit international, c'est très très rare qu'on ait un accord qui soit accompagné de ce qu'on appelle des règles de mise en œuvre. En 2021, la COP à Glasgow, elle est très importante parce qu'elle commence à mettre sur la table des sujets qui ont été un petit peu mis de côté jusqu'ici. Euh, je vous l'ai dit, la convention, elle était quand même très, très, très focalisée sur les sujets d'atténuation pendant très longtemps. Les sujets d'impact, ce qu'on appelle l'impact du changement climatique. Donc, c'est pas réduire vos émissions, c'est soit vous protéger pour les catastrophes à venir, soit reconstruire, réparer, déplacer, sauver quand vous êtes frappé par une catastrophe climatique. Et ça s'appelle les pertes et dommages. Celui où vous êtes frappé, vous devez réparer. Et ensuite, il y a, donc, comme je vous disais, se protéger. Donc là, c'est de la prévention et là, on est sur l'adaptation. Il faut savoir que ces deux sujets étaient fortement portés par beaucoup de pays du Sud, hein, comme vous pouvez vous imaginer, parce que eux, ils ont évidemment qu'ils doivent un petit peu réduire leurs émissions, mais en fait, ils en émettent tellement peu que c'est pas le plus crucial pour eux. Le plus crucial, par contre, c'est de se protéger face au changement climatique et de pouvoir réparer quand ils sont frappés. Donc là, c'est quelque chose qui a toujours été mis sur le côté. Et enfin, en 2021, donc quand même depuis 1992, vous voyez le temps que ça a pris, on a réussi à mettre perte et dommages sur la table. Et donc, on a réussi à avoir enfin des COP qui parlent à la fois atténuation et à la fois impact. Et là, justement, sur atténuation, c'était certes mou, mais ça peut paraître complètement dingue, mais on parlait de réduire les émissions depuis 20 ans. Et puis, en fait, on ne parlait pas des énergies fossiles. C'était nulle part, même pas dans l'accord de Paris. Euh, et donc, on s'est dit, ah ouais, non, mais faut peut-être quand même un petit peu nommer, comme disent les Anglais, les éléphants dans la pièce. Et premier texte de COP qui est mou, mais qui mentionne qu'il faudrait quand même sortir du charbon, certains charbons. Voilà, ça commence, donc on arrive à mettre, à cranter deux sujets qui ont toujours été tabous. Et on arrive ensuite en Égypte, où là, on a la création du fonds pertes et dommages très très important parce que c'est vraiment pour, par exemple, ce qu'on appelle les pays insulaires, c'est vraiment pour eux la raison des COP. Ça aurait dû faire ça dès le début, aider ceux qui sont frappés à être protégés. Donc là, vous voyez, là, c'était vraiment assez historique. Et en plus, c'est une COP en Afrique, donc ça permettait aussi aux pays africains de bien faire remonter leurs priorités. Et là, on arrive sur les trois dernières. Là, je me suis pas trompée dans les dates. C'est toujours bien. La COP 28. Enfin, on a un accord sur la sortie des énergies fossiles. C'est dans un texte de COP. Waouh, super. On reconnaît qu'il va falloir en sortir. L'expression exacte en anglais, c'est transitioning away. Donc, c'est vraiment cette idée qu'il va falloir faire une transition énergétique. Le texte est loin d'être parfait. Il y a beaucoup de ce que nous on appelle des fausses bonnes idées ou des fausses solutions. Je vais pas rentrer dans le détail de tout ce qui est BECS, etc. Donc c'est de la capture de carbone, c'est des technologies de captation, etc. Mais de fait, quand même, les États ont tous reconnu cette année-là à Dubaï en plus. Donc c'est quand même un bon pied de nez
aux lobbyistes fossiles, ouais, effectivement, il faut sortir des énergies fossiles. Et à côté de ça, on a le fonds pertes et dommages qui se lance. Et on a aussi des engagements sur les renouvelables et l'efficacité énergétique, ce qui n'était jamais arrivé aussi avant, à reconnaître. Donc là, on a quand même, cette COP, elle est vraiment importante parce qu'elle permet de montrer que ça y est, au bout d'un certain temps, on a réussi à mettre en place un accord international et on commence à pouvoir l'utiliser pour mettre des sujets importants sur la table. Mais on s'est un peu fait faucher dans notre espoir, puisque l'an d'après, à Bakou, on arrive sur une COP qui était déjà très minée d'avance, qui avait comme sujet principal la finance climat. On va y revenir après, mais en gros, c'est justement pour revenir sur l'article 4 de la Convention, c'est cet argent que les pays développés doivent aux pays au développement. Et ben, tous les 10 à 15 ans, ils revoient le chiffre, en fait, c'est-à-dire combien ces pays doivent donner à cela. Et donc, on était sur une COP comme ça. Vous pouvez imaginer la tension énorme. Donc on est à Bakou en novembre, 3 jours après l'élection de Trump. Ça veut dire que les États-Unis disent, bon bah nous on est out hein, au fait, hein. C'est fini, débrouillez-vous. Alors que c'est un responsable historique, mais c'est aussi un responsable d'aujourd'hui. Donc en fait, si lui ne paye pas, bah, c'est vraiment pas équitable. Donc là, le message était mauvais, évidemment. Et une UE qui a joué une Union européenne ou Australie, Canada, qui ont été trop timides, qui n'ont pas tenu leurs promesses ou qui n'ont pas réussi à proposer des choses qui étaient adéquates, on y reviendra après. Ça a fait des blocages monumentaux. Euh, et donc, on a eu une COP vraiment très limite sur ces résultats puisqu'on est sorti avec une petite souris. Les besoins dans finance climat, ils sont estimés entre 1000 milliards enfin 1,3 trillion, donc en gros autour de 1000 milliards par an d'ici 2030. Et là, les États développés se sont engagés à 300 milliards. Donc on est sur un tiers, même pas, des besoins. Vous imaginez que les pays du Sud n'étaient pas contents et qu'en plus c'était très flou sur comment ça va arriver, qui va payer exactement. Donc non seulement le montant est pas le bon, mais euh, la qualité et les processus et l'accessibilité qui entourent la finance climat sont restés très flous. Et on arrive avec ça à Belém. Donc ça, c'était l'an dernier. Il y a quand même eu des choses bien à Belém. Pareil, je vais pas aller trop dans le détail, mais si vous avez des questions après, je serais ravie de les prendre. Je vous ai mis 3 choses importantes en termes de négo. On a quand même un mécanisme sur la transition juste qui, selon nous, va aussi permettre de continuer les discussions sur la sortie des énergies fossiles, sur les bonnes ou mauvaises technologies, toutes ces choses qui sont un peu coincées en fait depuis Dubaï parce que, en fait, en partie, il y en a qui veulent plus avancer dessus. Ils se disent, ouais, j'ai signé en 2023, mais bon, c'est bon, quoi. Et ceux qui disent, moi, j'aimerais beaucoup faire tout ça, mais j'ai pas l'argent, en fait, donc je peux pas. Donc on s'est dit, ça, c'est peut-être un espace où les conversations peuvent continuer de manière à peu près constructive. Mais à côté de ça, il n'y a pas eu grand-chose, quoi. C'est-à-dire que déjà sur les énergies fossiles, justement, bah, il n'y a pas eu de vrais résultats. Il n'y a rien eu d'ailleurs, en fait, dans les négos. Sur la finance climat, c'est très limite. Donc on a un texte de décision finale qui mentionne un peu tout ce qui devrait être fait, mais sans détail, peu d'ambition, voire carrément pas vraiment de date, de timeline, de processus. Donc on est sur une COP qui a essayé de rattraper la balle mais qui a pas trop réussi parce que les enjeux sont énormes et on y reviendra après. Les jeux de pouvoir aussi au sein des négociations sont en train de changer, les alliances sont en train de se casser parce qu'il y a un vrai problème de confiance entre les États et les parties prenantes. Marine, il y a une petite question dans le chat, je pense que tu peux y répondre tout de suite vu que c'est Yes. le thème. Est-ce que l'échec de Bakou peut s'expliquer par le fait qu'il y a eu beaucoup d'avancées en 2023 et donc que les lobbies pétroliers se sont remis en marche? Alors moi je l'expliquerai pas comme ça dans le sens où le sujet de Bakou il était très loin enfin je pense qu'ils se sont mis en marche pour qu'il n'y ait pas trop de réengagement sur fossiles, mais ils n'ont pas eu trop d'interférences sur les discussions de finance climat. Donc, je pense que oui. Par contre, ce qu'on peut quand même mentionner, c'est que c'est pas forcément eux qui ont fait que les discussions de finance climat aient échoué. Mais par contre, depuis Dubaï, ils sont bien présents maintenant. Ils viennent en masse au COP, ils regardent ce qui se passe et ils essayent d'interférer. Mais pour l'instant, moi, enfin, de ce que je peux voir, ils restent quand même beaucoup sur leur propre sujet de la transition et ils vont pas trop dans les autres salles. Après, on va y le revoir après, tout se contamine, hein. Mais là, pour le coup, vraiment, ce qui a tout fait capoter à Bakou, c'est le manque de confiance
entre le Nord et le Sud, les États-Unis qui se barrent et les autres pays du Nord qui avancent pas le chèque sur la table, quoi. Ravi d'en revenir après sur les fossiles. Alors, donc pour finir un petit peu cette introduction sur où est-ce qu'on en arrive, là on arrive sur la COP 31. Je me suis permise de vous mettre deux slides sur ce Global Risk Report qui est vraiment hyper intéressant. Et en fait, ce qui montre donc c'est un rapport qui montre un petit peu la perception des gens dans le monde entier de quels sont les plus grands risques qui peuvent vous frapper en fait. Donc là, on est sur 2026, donc cette année-là. Et nous, on était nous-mêmes surpris parce qu'on voit qu'en troisième position, c'est les catastrophes météorologiques, donc climatiques. Ça prouve qu'en fait, c'est devenu une vraie préoccupation des gens. Et quand on nous dit, enfin, ce que vous allez peut-être parfois entendre dans les COP, c'est ah oui, mais nos populations ou nos capitales, nos chefs de gouvernement, ils disent que le climat c'est plus un vrai sujet, que maintenant on a d'autres priorités. Bah en fait non, si vous regardez ce que disent les gens dans le monde entier, c'est dans le top 3 des priorités. Et ces COP, c'est un espace qui doit répondre à ça. En fait, c'est vraiment fait. Euh, et pourtant, on voit que dans les COP, là, depuis 2, 3 ans, justement, il y a vraiment une compréhension de la coopération qui est très différente d'avant. C'est vrai que la stabilité est mise à rude épreuve, ça vous a pas échappé. Il y a des conflits, il y a des génocides qui sont perpétués sans aucune sanction. Donc ça, déjà, ça attaque les COP, vous pouvez en être sûr. On peut y revenir après si ça vous intéresse, mais vraiment, c'est pas à prendre à la légère. Et donc, on a un espèce de paysage multipolaire où on n'est plus dans du multilatéralisme de coopération, mais plutôt de transaction. On est là en fait pour dire bah ok, moi je te donne un peu d'argent de finance climat, mais moi tu m'achètes mon nucléaire et puis tu dis ça dans telle salle. Enfin, on est en train de perdre un petit peu l'esprit du multilatéralisme au début de cette longue liste de COP qui était que tout le monde va essayer de se battre ensemble. Là, vraiment, c'est en train de se fracturer. Et je vous mets une autre slide que moi je trouvais hyper intéressante, c'est que dans les 2 ans, donc on reste dans le top 5 quand même, hein, vous voyez qu'en termes de préoccupation des gens. Et là, quand on y regarde sur 10 ans, par contre, on passe en top 1. Donc hyper intéressant quand même de voir que les gens le gardent. Pour eux, c'est pas juste parce que 2026 est annoncé comme difficile ou parce que c'est à la mode. Pour eux, même dans les 10 ans à venir, ce sujet va devenir en fait la priorité ultime, quoi. Même si évidemment, vous pouvez bien vous imaginez que tout est lié entre tout ce qu'on peut voir ici. Bon, je vous laisserai savoir, je vous laisserai voir ça au calme, mais ça, c'est un petit peu notre frise de tous les ans. Qu'est-ce qui va se passer à cette COP 21? Je vous ai dit, la COP 21, en fait, elle est tout au fond là, mais il y a tout ça qui se passe avant et tout ça qui va influer. Peut-être ce qu'il faut quand même bien retenir, c'est ce qui est en jaune. Donc c'est là que je vais aller sur les détails. Il y a la Convention des Nations Unies pardon, sur les taxes. Donc c'est un espace où ils essayent de réfléchir à des taxes communes, notamment pour la transition écologique, mais pas que, très important pour les sujets finances qui se discutent dans les COP. Ça avance de manière plutôt constructive, donc ça envoie des messages positifs comme quoi on peut parler finance et solidarité sans se taper dessus. On espère que, comme vous pouvez voir, il se revoit en août, donc on espère que le message va arriver jusqu'à Antalya. Vous avez peut-être vu aussi qu'il y a eu un sommet sur la sortie des énergies fossiles en Colombie en fin avril. Ça, c'est hors négociation, mais c'est quand même une proposition qui est née pendant une COP, eh ben, la dernière d'ailleurs. Et du coup, pour l'instant, on n'est pas encore très sûr de comment ce qui s'est dit dans ce sommet va entrer dans la COP, mais ça montre que c'est possible aussi de travailler sur les énergies fossiles. Et on espère que du coup, ça peut peut-être se relier à un item, enfin, un sujet de négociation pour que ce soit avec tout le monde et que ce soit dans un texte et pas juste dans un sommet à part. Ensuite, on passe au mois de juin, dans très bientôt. On va aller à Bonn. Tous les ans, les COP, elles sont préparées à Bonn. C'est là qu'il y a le siège de la CNUC. Pour la petite anecdote, ça a été donné à l'Allemagne parce que bah, justement, dans les années 90, l'Allemagne a été réunifiée. Et c'est un État, en tout cas l'Allemagne de l'Ouest, qui était déjà assez pionnier sur le climat et pour aussi lui redonner un peu, peut-être pas un pouvoir diplomatique, mais un espace où elle peut revenir en tant qu'Allemagne réunifiée. La CNUC a accepté de donner son siège. Ça ne veut pas dire que l'Allemagne a plus de pouvoir que les autres, mais c'est pour la petite anecdote, si vous voulez savoir pourquoi c'est à Bonn, parce que l'Allemagne s'était montrée intéressée et que pour lui permettre en fait de festoyer, on va dire, sa réunification, on lui a proposé un organe onusien à Bonn.
Donc, en tout cas, on se voit 2 semaines là-bas pour préparer les négos. Donc là, il y a très peu de médias, il y a pas de chef d'État, il y a très peu de ministres. On est vraiment là pour essayer de préparer les textes qui vont ensuite être décidés à Antalya. En général, on est de moins en moins bon à bien les avancer, donc ça fait que ça va se faire peut-être aussi dans les couloirs, dans des zooms d'ici la COP. Je vous ai mis en parallèle le petit G7 à Gévian, n'importe quoi, à Évian en France, qui quand même, comme je vous l'ai dit, c'est important les G. D'ailleurs, je l'ai pas mis en jaune parce que je ne pense pas qu'il ait un grand intérêt, mais il est là quand même, le G20 aux États-Unis en décembre, retenez-le. C'est quand même, ça peut être un moment où on défonce un petit peu, où on dépriorise, où on délégitime ce qui a pu se dire à Antalya, ça peut être tout à fait un objectif de Donald Trump. Donc, juste pour vous montrer aussi la dynamique avec les G. Si les pays du G7 à Évian ont des messages forts sur climat, sur finance notamment, mais aussi sur paix, protection, là, je pense que ça peut beaucoup aider à se détendre avant la COP. Je l'ai pas mis en jaune, mais j'aurais dû. Mais en septembre, il y a aussi l'Assemblée générale de l'ONU, qui est aussi un moment en général où les partis se prennent un petit peu de pression de la part notamment du secrétaire général de l'ONU en disant en fait la COP elle est dans 2 mois, va falloir y aller. C'est souvent un moment où il fait des sommets express sur le climat, préparation des COP. L'an dernier c'était sur les NDC. Vous allez voir ce que c'est après. Bref. Et je vous mets aussi en jaune là, il y a le Comité sur la sécurité mondiale. Pourquoi je vous mets ça? Parce qu'on est dans un monde où il y a de plus en plus de guerres et de génocides, comme je vous l'ai dit. Ça risque d'impacter fortement les négociations. Tout ce qui se passe dans le contexte humanitaire, conflit, armé, ça va forcément impacter les négociations. Parce que en fait, on a beau avoir des super textes à la sortie d'une COP, si on est dans un monde tel qu'il est aujourd'hui, on mettra jamais en place l'accord de Paris. Donc ça, c'est un petit peu la ligne toile de fond. Vous avez la COP biodiversité en octobre, la COP océan, elle sera en janvier ou en février, et la COP diversification est en août. Tout ça, ça va nous entraîner pour arriver à Antalya en novembre. Je vais pas plus dans le détail, sinon on va y passer 3 heures, mais en gros, voilà à quoi ça ressemble l'année 2026. Et donc pour finir cette partie-là, si je me trompe pas, je vérifie pour être sûr, oui c'est bien ça. Si j'essaye un peu de vous résumer où on en est après toutes ces décennies de COP, on est clairement dans un contexte où le multilatéralisme perd de sa légitimité, mais aussi de sa force. C'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de mal à avancer tous ensemble, à se faire confiance. Et donc l'utilité de l'ONU est remise en question, parce qu'en vrai, l'ONU a été créée pour ça. Et en plus de ça, là, on est vraiment dans un contexte de guerre qui va être extrêmement mis en avant et c'est normal parce qu'il y a des gens qui meurent et en fait, la violation du droit international, ça a des conséquences terribles sur la légitimité propre de l'ONU qui, encore une fois, enfin, si vraiment on va chercher son essence, elle est là pour la paix, c'est ça la base. Donc, elle arrive même pas à faire ça et elle n'arrive pas à être efficace dans ces autres sujets qui étaient censés être plutôt bien avancés. Hein. Le climat, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'était un des sujets où on se dit, ah, bah, ça c'est quand même très très avancé. Et bon, bah là, en fait, on est en train de reculer. Et donc, si le multilatéralisme a moins de légitimité et de force, bah forcément, les COP sont impactés. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est pas une bulle, c'est très très dépendant de ce qui se passe autour d'elle. Donc, on est après la COP 30. Il y a eu beaucoup d'initiatives qui ont été lancées par la présidence brésilienne. Il va falloir voir à quoi ça ressemble sur plein de sujets. Finance climat, atténuation, 1,5, comment on respecte l'accord de Paris, le commerce, la transition juste. On va voir. Il y a moult feuilles de route, sur forêt notamment. Donc c'est un petit peu difficile d'y voir clair comment cette année va avancer, comment la présidence brésilienne va pousser ces sujets, c'est quoi qu'elle va prioriser à un moment. Donc voilà, je fais pas le détail sur les résultats de la COP 30, vous l'aurez peut-être plus tard ou je peux y répondre après, mais il y a vraiment énormément d'éléments qu'il va falloir clarifier au fur et à mesure cette année pour arriver à une COP 31 qui est aussi un peu inédite dans le contexte climat puisqu'on a une présidence à 2 têtes, on a l'Australie et la Turquie. Pourquoi? Parce qu'elles se sont chamaillées, tout simplement. Chacune voulait la COP, elles se sont pas mises d'accord et du coup elles se sont dit, bah c'est pas grave, on va le faire ensemble. Et donc l'Australie mène les négociations pures et dures. Et la Turquie va plus mener la partie logistique et la partie participation non étatique. Donc on est surtout sur le secteur privé, les banques, etc. Mais pas que, on va y revenir, c'est l'agenda de l'action, ça s'appelle. Donc c'est tout ce qui n'est pas étatique et qui peut mettre en place l'accord de Paris.
L'Australie, c'est une présidente qui peut être intéressante parce qu'elle porte quand même le sujet de la sortie des énergies fossiles. Elle essaye d'intégrer les autres pays du Pacifique et les peuples autochtones dans ses messages, mais en même temps, elle est très très loin d'être une championne. Donc on peut pas dire que voilà, c'est pas forcément simple. Et la Turquie, c'est un pays qui est pas forcément très fort en diplomatie, qui jusqu'ici, quand il va au COP, c'est soit pour tout bazarder, soit pour rien dire. Donc en tout cas, l'image, elle est pas très dorée dans cet espace-là, dans tous les cas. Donc c'est un peu difficile de savoir si elle va être inutile, incompétente, ou si au contraire, elle va être très stratégique, elle va bloquer certaines choses. Elle a déjà bloqué beaucoup de négos, donc elle est tout à fait capable de le faire. Donc c'est vraiment un monstre à deux têtes assez compliqué, euh, en gardant bien sûr en tête que pour les questions de sécurité en Turquie sont vraiment pas évidentes, ne serait-ce que de base pour tout ce qui est associatif. C'est pas un pays qui est forcément très amical avec les ONG, avec différentes communautés qui sont plus ou moins marginalisés, discriminés, mais aussi dans le cadre des attaques du Moyen-Orient, la Turquie est vraiment pas loin. Donc voilà, il se peut aussi, ça c'est un des vétos que la CNUC a, elle ne peut pas tout décider, mais si le pays qui reçoit la COP est jugé trop dangereux, elle peut, même si c'est quelques semaines avant, elle peut vétoiser et dire non, non, là, je suis désolée, il y aura pas de COP ici, soit c'est à Bonn, soit c'est en ligne, soit c'est ailleurs, mais c'est pas là. Bon, on verra. Et je vous mets les deux dernières petites dates à gagner, parce que quand on prépare une COP, en fait, on prépare les suivantes. À savoir que la COP d'après, elle se passe en Éthiopie. Donc là, on est à nouveau sur une COP africaine. Là, le sujet va être adaptation, absolument, c'est sûr et certain. Il y a eu beaucoup de déceptions sur l'adaptation à Belém. Ça va continuer derrière. Donc là, en fait, cette COP 31, c'est aussi préparer la COP africaine derrière. Où faut jamais. Alors, en Éthiopie, c'est déjà un pays qui est quand même diplomatiquement très influent, hein, mais en plus, souvent, les COP africaines, et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il y a vraiment l'Union africaine en termes de pouvoir de politique qui se met en marche, et ça, c'est vraiment hyper intéressant. Et gardez en tête, et vous allez voir après ce que c'est, que la COP d'encore après, donc là on est en 2028, c'est le bilan mondial, et c'est le moment où les États vont entendre, ça vous faites bien, ça vous faites pas bien, va falloir faire plus. Donc c'est aussi, par exemple, celle qui, si je vous remontre, c'est celle de Dubaï. Dubaï, c'était le premier bilan mondial sous l'accord de Paris. Donc c'est des COP qui sont très importantes parce qu'on essaye de rectifier le tir sur ce qu'on ne fait pas ou ce qu'on fait pas assez bien. C'était déjà beaucoup d'infos. Est-ce que ça va? J'ai vu qu'il y avait des choses dans le chat. Est-ce qu'il y a des petites questions si vous voulez faire une petite pause? Il y avait une question sur la sélection des tracts de négociation, mais je pense qu'on y viendra dans les slides Ouais, ok. suivants. Donc, Ok, ben dans ce cas-là, je continue. Ça, c'est le magnifique siège de la CNUC à Bonn. Voilà, comme ça, vous voyez à quoi ça ressemble. Donc là, je vais essayer d'aller un peu plus dans la COP en soi, à quoi ça ressemble, etc. Alors, ça, c'est une slide que j'ai adoré faire. J'espère que ça vous plaît. Euh, non, j'ai voulu être un peu créative. Bon, ça, c'est un petit peu tout ce qu'il faut savoir quand vous allez... Enfin, tout ce qu'il faut savoir. Non, quand vous êtes un senior de COP, c'est ce que vous êtes à peu près censé savoir. C'est tout ce qui va se passer dans les salles de négo. L'agenda, il est discuté et c'est là que la présidence est intéressante, hein. C'est la présidence de COP avec le secrétariat de l'ONU, enfin de la CNUC, pardon, qui décide de l'agenda. À savoir qu'il y a certaines choses qui sont mandatées par les États, donc en fait, ils n'ont pas le choix. Les États à la COP précédente ont dit l'an prochain, on veut parler de ça, 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 donc on est obligé d'impliquer. Mais par contre, on peut changer l'ordre de priorité, on peut ajouter d'autres sujets, on peut peut-être en déplacer. Donc voilà, déjà en termes d'agenda et de comment ça se construit, c'est les présidences des COP et le secrétariat qui a la main. Là, vous avez un petit peu tout. Je vais partir du centre. Donc le bilan mondial, en fait, c'est sous l'accord de Paris, vous avez ce qu'on appelle un cycle d'ambition, qui fait que vous avez les États, tous les 5 ans, ils donnent leurs objectifs climatiques. C'est ce qu'on appelle les fameuses NDCs, National Determinant Contribution. En français, c'est les CDN. Bon, on va rester sur les plans climat, peut-être c'est plus simple. Donc, ils envoient leur plan climat pour 5 ans en disant, voilà ce qu'on va faire pendant 5 ans. Donc là, on avait 2020-2025. Boum, en 2023, il y a un bilan mondial. Donc c'est le secrétariat onusien qui dit, bah voilà, on a eu plein d'informations de la droite, à gauche, des observateurs, des États. Si on dresse un bilan qui est
collectif, hein, donc on ne dit pas toi t'as fait ça mais pas toi, vraiment de manière générale, les États ont bien avancé sur ça, mais moins sur ça et si sur ça, et ensuite ça crée une décision qui influence en fait les prochains plans climat. Donc c'est très important. Ça, c'est négocié maintenant de manière constante. C'est-à-dire que il y a le premier bilan mondial qui s'est passé il y a 2 ans et là, on discute de comment on y répond. Et puis, on commence à préparer le prochain qui est dans 2 ans. Donc ça, c'est vraiment, c'est pour ça que j'ai mis une espèce de roue, un truc qui continue et qui alimente en fait les discussions parce qu'il faut toujours se préparer au prochain plan. Il faut toujours pouvoir faire plus parce que ça, c'est dans l'accord de Paris. Autour de ça, vous avez plusieurs sujets. La finance climat, je l'ai mis ici. Pourquoi? Parce que ça détermine tout en fait. Une fois que vous avez vos objectifs et vos plans, bah, il faut savoir combien ça coûte et d'où vient l'argent que vous allez devoir prendre pour payer. Je vous les en ai parlé, il y a vraiment un fantôme, on appelle le fantôme de Bakou, où on a eu un montant de finance climat beaucoup trop bas par rapport à ce qui est demandé et ce qui est nécessaire, hein. C'est pas un chiffre qui sort de nulle part, hein, c'est des compilations. Le 1,3 milliard de milliards, ça sort des différentes recherches, notamment du GIEC, mais aussi d'autres experts. Donc là, voilà, ça part pas de rien. Et donc ce sujet-là, non seulement on parle de montant, mais on parle aussi de qualité, hein. C'est-à-dire que quand vous parlez finance climat, si vous faites par exemple, des programmes avec des prêts, en fait, hein, où il y a des taux d'intérêt, en fait, vous endettez les pays à qui vous donnez de l'argent soi-disant, donc vous alimentez leur dette qui est extrêmement néfaste. Donc on devrait être plutôt sur une finance qui est fondée sur des dons, des subventions. En tout cas, nous, c'est notre compréhension. Ça aussi, c'est un sujet de négo. On négocie pas seulement le montant, on négocie qui reçoit, sous quelle forme, quel format, etc., etc. Après, vous avez toute la partie ici à droite, alors, évidemment, on peut tout mettre en lien, hein. Forêt, c'est lié avec l'article 6, agriculture, c'est lié avec, enfin, tout est ça. Mais j'ai essayé un petit peu de faire là en bleu, c'est la partie un peu atténuation. C'est la partie, on essaye de réduire les émissions. Donc, l'atténuation, c'est vraiment le sujet bloquant. Il a un programme de travail, il n'arrive pas à avancer, on n'arrive pas à discuter de comment on réduit plus les émissions. Les pays du Nord ont pas envie de faire plus. Les pays polluants actuellement disent, nous, on peut pas faire plus tant qu'on n'est pas sûr que ceux qui ont pollué historiquement vont pas faire plus. Et puis, il y a une grande partie des pays du Sud qui disent, en fait, nous, on veut bien, hein, mais on n'a pas l'argent. Voilà, donc ça n'avance pas. On a, ce que je vous ai dit, la sortie des fossiles qui n'arrive pas à rentrer dans les négociations qui se passent en dehors. Vous avez le fameux article 6 de l'accord de Paris qui, lui, encadre ce qu'on appelle les crédits carbone. Bon, je vais pas aller trop dans le détail parce que je vais vous perdre, mais en gros, les crédits carbone, c'est comment on arrive à utiliser les puits carbone, donc c'est les forêts, les sols pour mieux absorber. Donc c'est pas je réduis mes émissions, c'est je les absorbe plus avec la nature. En gros, hein, très très gros. C'est un article qui est très compliqué euh, parce que il y a beaucoup de pays qui veulent utiliser leurs forêts pour mieux absorber, pour en vendre leur qualité aux autres. Mais du coup, ça permet de dédouaner les autres en termes de pollution. Ils peuvent continuer de polluer puisqu'ils sont en train d'absorber par des forêts. Et donc, ça crée un déséquilibre en fait en termes d'équité et d'efficacité, surtout parce qu'on n'est pas sûr, vu l'état de nos forêts actuelles, qu'elles vont vraiment absorber tout ce qu'on a prévu. Donc, c'est un article qui est censé répondre aux questions d'atténuation, mais qui manque d'efficacité. Euh, Vous avez commerce qui vient d'être lancé. Commerce, c'est pas que atténuation, mais il y a aussi ce côté, bah, enfin, concrètement, là, vu notre système commercial actuel, on va pas réussir à réduire les émissions facilement. Donc, c'est des discussions qui sont très, très, très tendues, qui ont jamais eu lieu tellement elles sont tendues. Et là, elles vont commencer. Donc, on va voir ce que ça donne. Et vous avez ici le plan d'action genre. Alors, je l'ai mis là, il peut être partout. Le plan d'action genre, c'est vraiment un plan hyper important. On est dans un des rares, mais vraiment une des rares instances multilatérales qui parle des questions d'égalité de genre. Et vraiment, l'idée, c'est d'encourager les États à mieux considérer les questions de genre quand ils mettent en place leur politique climatique. Donc, c'est hyper intéressant. Ça reste un travail de programme, donc c'est plutôt sur du conseil, c'est plutôt sur voilà, il n'y a rien d'obligatoire encore une fois, mais ça permet de sensibiliser. Et franchement, on peut y revenir si ça vous intéresse. Vous verrez, franchement, les salles, elles sont incroyables sur ce sujet. Entre ceux qui le défendent et ceux qui le défoncent,
C'est vraiment une grosse importance politique. Ça peut vraiment faire virer une négociation tellement ça tend certains États. Et donc de l'autre côté, vous avez la partie qui est un petit peu plus sur nature et impact, donc adaptation. On en a parlé. Là, ce qui est discuté dans la CNUC, c'est comment on mesure l'adaptation. En fait, comment on sait que là, le pays s'est bien adapté ou pas. C'est adapté à quoi d'ailleurs? On ne sait pas forcément. C'est pour ça que c'est un sujet difficile. En fait, quand on demande de la finance adaptation, il y a beaucoup de bailleurs, que ce soit des États ou des entités privées, qui disent, bah, moi, je veux bien te donner mon argent, mais comment tu peux m'assurer que quand tu vas construire cette digue, tu vas, éviter tant et tant de dommages? Et moi, je vais gagner combien en termes de retour sur investissement? Bah, on peut pas le promettre, en fait, hein. Donc, c'est pour ça que l'adaptation, c'est des questions qui sont très, très difficiles et en même temps, il faut bien les traiter puisqu'on a tous les pays maintenant doivent mettre en place des plans d'adaptation. On est tous et toutes, frappés. Vous avez les pertes et dommages, j'en ai parlé. On a un fonds qui est créé, c'est super, mais il n'y a pas vraiment d'argent dedans, donc ça n'avance pas. Ça crée énormément de tensions, on y reviendra plus tard, mais en gros, c'est la partie gérer les impacts, qui est un petit peu liée aussi à forêt, agriculture, océan, parce qu'en fait, l'idée, c'est de dire bah, comment on utilise la nature déjà pour mieux déjà la protéger tout court, mais ça va plutôt dans la Convention de la biodiversité, dont j'ai parlé au tout début, mais là, c'est plutôt comment on l'utilise pour mieux se protéger contre le changement climatique. Donc on est plutôt dans cette question de protection, adaptation. Et là, vous avez des questions sur l'agriculture. Cette année, on pourrait avoir une décision qui notamment parlerait de l'agroécologie, ce qui est une bonne chose, mais ça va être très compliqué. Ça fait plusieurs années qu'on l'attend, ça n'avance pas. Euh, Forêt, où on a une roadmap brésilienne qui reste un petit peu floue, pas clair encore de comment la question des forêts va être traitée. C'est extrêmement politique, extrêmement difficile. Nous, là où on essaye d'être présent, c'est bien de s'assurer que les peuples autochtones du monde entier sont très intégrés dans les questions et les décisions forêt, parce que c'est plutôt ces peuples-là qui savent bien gérer les territoires forestiers et bien les conserver. Et pourtant, c'est rarement eux qui prennent les décisions sur ce qu'on devrait en faire. Et on va avoir des discussions similaires sur Océan qui vont monter, notamment parce qu'on va avoir une première COP l'an prochain. Et je termine par la transition juste. Alors ça, c'est assez récent dans la CNUC. Donc là, c'est vraiment cette idée de comment on aide les pays à faire la transition. Donc c'est-à-dire que c'est lié à atténuation, mais c'est aussi lié à différents secteurs de l'économie, comme l'agriculture, par exemple. Comment on aide, comment on s'entraide, surtout. Donc là, par exemple, c'est encore très nouveau. On a un mécanisme qui a été créé. Maintenant, on va décider cette année qu'est-ce qui va faire ce mécanisme. Donc là, il y a déjà des idées de comment il peut compiler des ressources, des savoirs, permettre des transferts de technologies, etc., etc. Je sais que c'est très... là, il y a énormément de choses en même temps et vous aurez besoin certainement de vous remettre dans chaque sujet qui vous intéresse après, mais c'est juste que j'ai voulu faire une slide qui vous montre un petit peu le périmètre et c'est loin d'être assez détaillé, mais c'est pour vous donner un petit peu les différentes directions dans lesquelles vous pouvez partir quand vous allez à une COP et encore, il en manque un. Là, je vous ai mis les quelques grands thèmes. Là, je vous ai mis votre tableau de bord. Et ouais, donc quand vous allez à une COP, vous avez 2 semaines en général, donc en novembre et 2 semaines en juin. L'ordre du jour, il est dessiné à la COP précédente, comme je vous l'ai expliqué, et fixé par le pays hôte et le secrétariat. En général, on a entre 20 et 30 sujets de négociation, ce qui est beaucoup trop, on en reparlera après. Et chaque délégation envoie ses experts euh, pour les différents sujets de négociation, en fait. Et vous avez aussi les plénières de début et de fin de COP qui permettent aussi parfois de prendre des décisions, on va dire, englobantes, qui ne sont pas que dans une ou deux salles de négo, mais qui sont un petit peu plus larges. C'est ce qu'on appelle la cover decision dans le langage onusien. Euh, et donc notre objectif, c'est d'avoir des textes à la fin qui orientent les pays sur leur action climatique avec des normes et des objectifs communs. Et là, pourquoi je vous ai mis ce tableau de bord? Désolée, c'est pas une super qualité, mais j'ai pas trouvé mieux. C'est ce qu'on appelle les groupes de négociation. Donc les pays, évidemment, ils ne négocient pas seuls, sauf certains qui ont très très peu d'appartenance, mais vous pouvez voir en fait qu'ils se mettent en bloc. Alors là, vous avez le groupe Union européenne. Bon, bah, ça c'est assez facile à comprendre, mais je peux vous montrer par exemple, vous avez aussi le groupe Afrique, vous avez le groupe des pays les moins développés qu'on voit bien ici, qui représente quand même un sacré sacré paquet de pays. Vous avez aussi ce qui sont les pays insulaires dont je vous ai parlé tout à l'heure.
Vous avez aussi le groupe arabe, par exemple, etc., etc. Je vais pas tous vous les faire parce que je vais pas vous assommer, mais le gros qu'il faut retenir aussi, c'est celui-là, là. Vous voyez le grand derrière au fond qui s'appelle G77 plus Chine. En gros, en gros, c'est le Sud. Donc c'est l'entité principale de négociation face aux pays du Nord, qui sont du coup beaucoup plus petits, comme vous pouvez le voir en termes de représentation. Pourtant, c'est eux qui ont quand même l'idée de la plupart des discussions jusqu'ici, mais c'est juste pour vous représenter. On reviendra sur les dynamiques de négociation après, mais pour vous représenter un peu les dynamiques qui, là, sur le papier, existent. Alors, qui c'est qui va à cette COP? Je vous ai mis les dates de qui est rentré quand. Les premiers, c'était les entreprises et industries et les ONG environnementales, mais ensuite vous avez assez rapidement les gouvernements et autorités locales qui sont arrivés, les peuples autochtones, quasiment 10 ans après, les ONG de recherche et tout ce qui est think tanks, les syndicats, les organisations féministes et qui traitent de l'égalité de genre, et enfin les ONG de jeunesse que peut-être plusieurs d'entre vous représentent, et les farmers. Donc farmers, ça fait un peu trivial comme ça, mais en gros c'est tout ce qui est agro-industrie, mais aussi petite paysannerie, donc tout ce qui touche en fait au monde de l'agriculture. Là, je vous ai mis les différents appartenances en fait sur les dernières COP. Qui est là en plus grande représentation? Donc là, c'est ce qu'on appelle les observateurs. En plus des pays, c'est donc les observateurs. Et ces observateurs, ils ont ce qu'on appelle le badge jaune. Donc c'est ceux qui peuvent venir écouter, mais qui ne peuvent pas négocier, qui peuvent la plupart du temps ne pas parler. Vous voyez que ceux qui sont beaucoup représentés, c'est quand même les ONG environnementales. Vous avez aussi quand même les bingos là qui sont pas trop mal, et aussi ici en rose les Ringo. Donc c'est un peu les trois quoi qui sont le plus représentés. Après c'est beaucoup plus petit. Euh, et à noter, parce que là, peut-être que vous avez déjà entendu la musique, mais il y a de plus en plus de lobbyistes au COP et la société civile a de moins en moins d'accès. Comment ça se fait que quand on regarde là, on voit quand même que les ONG environnementales, elles ont le plus de badges? Oui, c'est vrai, mais c'est pour les badges jaunes. Il manque les badges roses pour savoir qui était dans une COP. Je vais vous expliquer un petit peu cette histoire de badge. En fait, vous avez, quand vous allez à une COP, le premier badge qui est le plus, on va dire supérieur. Celui qui donne accès à le plus de choses, c'est le badge rose. C'est vous représenter un État négociant. Les badges roses, ils ont deux possibilités. Ils peuvent être juste party. Par exemple, vous avez parti France, voilà, on représente la France, c'est un délégué français ou une déléguée française. Mais ça peut être aussi party overflow, c'est-à-dire que la délégation nationale a décidé de donner des badges roses à des membres de sa société civile, à de l'industrie, pour leur permettre l'accès à la COP. Ces gens-là ne peuvent pas négocier, mais par contre, ils ont accès aux mêmes salles quasiment tout le temps, pas tout le temps, mais aux mêmes salles que les badges roses. Donc, ils ont accès à beaucoup plus d'informations que les jaunes, qui sont ce que je vous ai expliqué, les observateurs. Ils peuvent rentrer dans plusieurs salles de négo, mais ils peuvent être mis dehors dès que les parties le décident. Et ils n'ont pas forcément accès à toutes les salles. Bleu, ça représente le système des Nations Unies, et vert, c'est les membres des organisations intergouvernementales. Et j'ai oublié, pardon, orange, qui sont les médias. Avec tous ces badges-là, vous avez accès à la zone bleue, donc c'est le site onusien, CE vert aux délégués des partis accrédités et aux observateurs, et c'est là que se passe la plupart des négos, en fait, mais aussi les pavillons, vous avez des side events, etc. Et après, si vous n'avez pas de badge, vous pouvez aller à une COP, mais vous allez dans la zone verte. Là, on est sur une plateforme avec des dialogues de sensibilisation, des side events, des activités, mais vous n'avez pas accès au négo. Là, je vous ai mis la carte de la dernière COP. Vous voyez, il y a la zone bleue. Là, on rentre que si on a un badge. Et comme je vous disais, selon la couleur des badges, vous avez plus accès ou pas à des infos. Là, je vous ai mis un petit truc. Si jamais vous avez un badge France, ça peut arriver quand vous êtes de la société civile et que la France accepte de vous permettre d'avoir accès. Ça veut dire que vous devez suivre quand même un protocole assez particulier pour respecter, en fait, votre badge, techniquement, il y a marqué France dessus, donc vous pouvez pas faire n'importe quoi. Je vous laisserai lire ça en détail parce que je veux pas trop vous assommer. Mais à noter que voilà, en fait, quand on a un badge Party Overflow, quand on représente, enfin, quand on a
un badge donné par un État, on peut pas exactement tout faire comme on voudrait. Comment se prennent les décisions? Donc pendant 2 semaines, comme je vous ai dit, on a des sessions de négociation où il y a des textes qui doivent sortir. C'est ces textes qui sont appelés les décisions. Ça devient une annexe de l'accord de Paris. Et on reparle l'an prochain. Vous avez aussi des réunions organisées par la société civile qui peuvent prendre plusieurs formats. Ça peut être informel, ça peut être très officiel, ça peut être sur un pavillon, ça peut être une forme de conférence, ça peut être très divers. Et vous avez bien sûr des conférences scientifiques, des présentations techniques, des panels d'experts, des dialogues, plein de choses qui se passent. Dans tous les cas, les seuls qui décident, c'est les parties, donc c'est les badges roses, et tout se prend par consensus. Il faut que tout le monde soit d'accord en 2 semaines. Bon, comme je vous ai dit, ça se prépare sur toute l'année. Mais en gros, un texte ne passe pas si un État veto. Et donc, tout commence avec l'agenda. Alors ça, c'est les anciens. C'est vrai que maintenant, ça ressemble plus tout à fait à ça. Donc, les agendas, vous y allez tous les jours. Le matin, vous saurez pas la veille exactement ce qui va se passer le lendemain et vous ne saurez pas exactement le matin ce qui va vous arriver l'après-midi. Tout est changeant. Donc, il faut très vite et très souvent se mettre à jour. Mais en gros, voilà, il y a un programme journalier que vous pouvez consulter. Vous pouvez voir tout ce qui se passe. Et selon votre badge, vous pouvez voir où vous avez accès. Si vous êtes rose party, si vous êtes rose party overflow, ou si vous êtes jaune, où là, en général, il y a quand même moins d'accès. Ça, je vous le mets là. Pareil, vous pourrez relire le petit kit de survie en détail si vous allez à une COP. Moi, pour l'instant, j'ai pas trouvé une meilleure illustration que ça. Vous me montrer comment on est après une COP. C'est vraiment comme si vous avez passé 2 semaines dans une machine à laver. Et je vous ai mis un petit kit de survie pour survivre. Bien avoir en tête que c'est quand même très très fatigant et qu'il faut aussi savoir, si je dois vous mettre un message principal maintenant, c'est il faut savoir se préserver. Voilà. Ça, c'est très important. Et soyez confortable. Ne partez pas avec des fringues où vous n'êtes pas à l'aise dedans, un sac à dos qui fait mal au dos. Voilà, faut que vous allez en rando, quoi. Voilà, c'est ça l'idée. Et je vous ai mis aussi quelques petits conseils de sécurité. Je vais pas aller dans le détail non plus parce que je sais pas si vous avez toutes et toutes l'idée d'aller dans une COP, mais en tout cas, ce qui est vraiment important, c'est tout ce qui est sécurité numérique. En fait, une COP, c'est quand même toujours un endroit où, surtout si vous représentez la société civile, mais pas que, vous pouvez être surveillé. Des infos peuvent traîner, donc n'hésitez pas à mettre des VPN, d'être sûr que vos affaires électroniques ont bien des mots de passe, etc. Passer par les bonnes plateformes comme Signal, où c'est plus sécurisé. Voilà, avoir une copie de son passeport constamment sur soi, ça c'est très important. Et il y a aussi enfin si vous êtes victime de harcèlement, ça arrive tous les ans. Voilà, il y a tout à fait des possibilités, soit vous êtes dans un collectif de société civile et il y a des points focaux qui sont mis en place, mais il y a aussi des points focaux au sein du secrétariat onusien, et vous avez aussi des points focaux dans les délégations. Donc, typiquement, si vous êtes quelqu'un de la société civile française, vous avez un point focal dans la délégation française pour signaler votre cas. Donc, très important aussi de noter, voilà, les COP, encore une fois, c'est pas une bulle. Tout ce qui peut se passer à l'extérieur, de bien ou de pas bien, peut tout à fait s'y reproduire. Je m'arrête là. J'espère que Ouais. c'était digeste. Vas-y, Anna. Non, c'était parfait. On va revenir rapidement sur l'accord de Paris, parce que là, on a parlé de la CNUC, et du coup, comme Marine l'a dit, à partir de 2015, on dit au revoir au protocole de Kyoto, donc donc, on a la CNUC, donc la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, qui en anglais se dit UNFCCC, et qui est effectivement donc la convention vraiment fondatrice des négociations sur le climat. Mais cette CNUC, il y a plein de choses qu'elle dit, mais il y a aussi plein de choses qu'elle ne dit pas. Et du coup, il y a eu besoin de continuer à trouver des accords pour notamment continuer à mettre en œuvre et à prendre des décisions supplémentaires. Et l'accord de Paris est l'accord qui est en œuvre depuis 2015 avec un mécanisme d'ambition, comme l'a dit Marine, mais on va revenir dessus. Donc, contrairement au protocole de Kyoto, qui était la convention effectivement avant l'accord de Paris et qui concernait pas tous les pays. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles ça n'a pas très très bien marché. C'est parce qu'en fait, tous les pays n'étaient pas concernés. Ça concernait uniquement les pays industrialisés, les pays annexe 1, alors que l'accord de Paris vise toutes les parties.
tout le monde doit faire sa part, mais pour que ça reste quand même juste, parce que c'est le but, notamment dans le cadre des responsabilités historiques. On le sait et vous savez que tous les pays n'ont pas la même responsabilité face au changement climatique, notamment depuis l'ère pré-industrielle. Il y a des pays qui ont beaucoup plus émis de gaz à effet de serre que d'autres, notamment les pays de l'Union européenne. Et du coup, ce serait juste pas juste en fait que tout le monde fasse les mêmes efforts. Et en plus, non seulement c'est pas juste, mais à cause de ces différences de développement, bah, en fait, tous les pays n'ont pas les mêmes moyens de mettre en place des politiques pour faire face au changement climatique. Donc tout ce principe-là, on le regroupe sous un nom qui est le CBDR-RC, un joli acronyme un peu indigeste, mais qui est le principe des responsabilités communes mais différenciées. Et en anglais, c'est respective capabilities, capacités respectives. Donc tout ça, c'est pour dire que on est tous évidemment responsables face au changement climatique. On est obligé d'inclure tout le monde dans la barque parce que c'est tous notre merde, en gros. Mais ces responsabilités, elles sont pas les mêmes, notamment à cause des responsabilités historiques qu'on a évoquées précédemment. Euh, et les respective capabilities, c'est pour dire que chacun fait aussi avec ses moyens, moyens qui sont hérités en fait d'une histoire notamment d'une histoire coloniale, mais d'une histoire qui escalait depuis la révolution industrielle. Donc, avec ce principe-là, qui est l'un des principes fondateurs de l'accord de Paris, on a surtout, enfin, c'est un accord qui est articulé autour d'une cible que vous connaissez peut-être, qui est la cible des 2 degrés et 1,5. Alors, les 1,5, c'est la cible qui est la plus connue. En réalité, c'est pas la cible principale. L'objectif, c'est de rester nettement en dessous des 2 degrés et de s'efforcer de plus en plus à rester en dessous des 1,5, à savoir que à l'heure actuelle, bah, en fait, on est en train de dépasser les 1,5. Donc, il y a eu beaucoup de questionnements, notamment en 2025, toujours maintenant, hein, mais en 2025, c'était les 10 ans de l'accord de Paris. Et tout ce narratif autour de rester en dessous des 1,5, s'efforcer à rester en dessous des 1,5, en tout cas faire le maximum pour rester en dessous des 1,5, a été un petit peu remis en question, fragilisé, parce qu'en fait, en réalité, 10 ans après, les 1,5, on s'est tous et tous rendu compte que ça allait être très compliqué. Donc il y a cet objectif d'atténuation du changement climatique, comme on l'a dit. Et il y a également un objectif financier de mobiliser 100 milliards de dollars par an à compter de 2020 pour aider au niveau de la finance adaptation et aussi la mise en place de plans d'action nationaux et locaux. En France, par exemple, ça va être donc plus globalement, c'est les NAPS, donc les National Adaptation Plans. En France, ça va être le PNAC, par exemple, le Plan national d'adaptation au changement climatique, où il y a le volet numéro 3 du PNAC qui est sorti il n'y a pas si longtemps. Et autre politique d'atténuation en France, la SNBC, donc la Stratégie nationale bas carbone, et ça permet aussi pour nous, se rendre compte que les objectifs qui sont fixés à la CNUC et les décisions qui sont prises dans les COP, en fait, vont avoir une répercussion au niveau national et que ça sert pas complètement à rien, les COP. C'est que, en fait, les décisions qui sont prises dans les COP pour chez nous vont avoir une répercussion au niveau Union européenne et en fait, toutes les réglementations et législations européennes vont se répercuter au national. Donc, le PNAC et la SNBC sont directement hérités de cet accord de Paris. L'accord de Paris, pour éviter de reproduire les bêtises qu'on a pu faire avant, notamment sur le protocole de Kyoto, inclut une clause de révision périodique dont Marine a déjà un petit peu parlé, mais dont on va reparler par la suite. Donc juste pour que vous voyez rapidement à quoi ça ressemble l'accord de Paris, parce que en fait c'est un peu ce que Marine disait avant sur la CNUC, de des fois dans les négociations ça peut être vraiment des discussions très très techniques en fait, très techniques qui s'appuient sur des textes, c'est des trucs un peu
un peu compliqué et il y a souvent des références à des textes. En fait, quand on ne connaît pas les textes, ou qu'on ne sait pas où aller chercher les infos, ou qu'on n'a pas forcément les textes sous les yeux, ça peut être très compliqué de savoir que là, c'est des négociations sur article 6 et puis en fait, on parle en finance du 2.1c versus du 9.1. Enfin, vraiment, ça peut être imbitable si on ne connaît pas réellement à quoi on fait référence. C'est pour ça que je voulais vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble, l'accord de Paris, parce que si réellement vous voulez pouvoir suivre ce qui se passe dans les négociations, c'est important d'aller le lire. Il n'est pas extrêmement long, en vrai. Enfin, ça reste, ça reste OK. D'aller le lire au moins en diagonale, surtout on va être sur les articles et les sujets qui vous intéressent. Mais en fait, l'accord de Paris, c'est genre un espèce de contrat, quoi. Enfin, ça ressemble, c'est un ensemble d'articles. Euh, et je vous ai mis l'article 2, donc, qui est l'article global qui traite des sujets dont on vous a parlé précédemment, du coup. Et l'article 2 qui traite justement des objectifs 2 degrés, en dessous des degrés, ben, avec objectif 1.5, l'adaptation au changement climatique, l'alignement des flux financiers. Donc voilà, ça c'est vraiment la base de l'accord de Paris, l'article 2. Et après, comme on l'a dit, il y a tout un tas d'articles qui correspondent à tout plein de sujets de négociation. Sur finance, par exemple, il y a en particulier l'article 9. Mais n'hésitez pas à les fouiller. De toute manière, quand on fera les formations vraiment ciblées sur les sujets de négociation, on reviendra sur où est-ce que c'est traité à la fois dans l'accord de Paris et à la fois dans la CNUC. Parce que, parce qu'en fait, à chaque fois, les sujets sont traités dans les deux. Donc voilà. Pour revenir un petit peu sur le cycle de l'ambition de l'accord de Paris, même si ça a déjà été mentionné, c'était juste pour vous mettre un schéma, pour que ce soit un petit peu plus clair au niveau temporel de comment ça se passe. Le principe et la différence surtout entre le protocole de Kyoto et l'accord de Paris, c'est que le protocole de Kyoto, c'était un protocole, comme son nom l'indique, qui était top-down. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que il y avait des pays qui s'engageaient à le respecter et ils subissaient, entre guillemets, des obligations. C'est l'une des autres raisons pour laquelle ça n'a pas fonctionné. C'est parce que, en fait, les pays s'étaient engagés à rejoindre ce protocole-là, sauf que on les obligeait à faire des trucs. Il y a des pays à qui ça ne plaisait pas, notamment les États-Unis. Et en fait, les pays, quand ça leur plaisait pas, bah, ils partaient, en fait. Enfin, ils n'ont pas le couteau sous la gorge pour rester dans ce genre d'accord ou de protocole international. Donc, si on les oblige à faire quelque chose qu'ils veulent pas faire, bah, juste ils s'en vont. Et le principe de l'accord de Paris, ça a été de voir le truc un petit peu différemment, d'être dans une logique bottom-up, du coup, donc une logique de l'ambition vient des États et des contributions volontaires qui sont avec pour autant l'obligation de rehausser l'ambition tous les 5 ans. Donc c'est le principe des CDN, NDCs, donc des contributions déterminées au niveau national. Tous les 5 ans, les pays donnent une feuille de route en disant, moi, je vais faire ça, ça, ça pour contribuer à atténuer le changement climatique sur les prochaines années. Et en fait, tous les 5 ans, ils doivent rendre une feuille plus ambitieuse avec, comme ça a été dit tout à l'heure, un bilan mondial en cours de route pour vérifier ce qui a été proposé en termes d'atténuation et la réalisation des objectifs. Donc vraiment, c'est un peu de la méthodologie agile hein, pour ceux qui ont fait du management un peu bullshit. Mais c'est vraiment, on pose des objectifs, on vérifie à quel point ils sont atteints, on rehausse l'ambition en reposant des objectifs, et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, à l'heure actuelle, nous, l'année dernière, il y avait effectivement le troisième cycle des CDN, où on y reviendra juste après. Ça s'est pas exactement passé comme on aurait voulu que ça se passe. Mais l'année dernière, troisième cycle des CDN, et en 2028, le bilan mondial. Donc sur là où on en est dans le rendu des CDN, donc des feuilles de route. On arrive à la COP 30, un peu le bazar. Tous les pays qui devaient rendre leur CDN, parce que la deadline a été... Alors au départ elle était en début d'année, après elle a été décalée en mai il me semble, et même en ayant été décalée en mai, en fait tous les pays ne l'avaient pas rendu, notamment l'Union européenne qui l'a vraiment rendu en last minute. Euh,
Et en fait, même en arrivant à la COP, il y avait encore plein de pays qui n'avaient pas rendu leur feuille de route, alors que la deadline était depuis longtemps dépassée. Euh, donc, à partir de ce moment-là, il y a un petit peu, enfin, c'est compliqué. On peut pas concrètement obliger un pays à rendre sa CDN. Il y a pas de mécanisme. Il y a des moyens de pression qui sont considérés par les pays, des marges de négociation, des moyens Mais en fait, il peut y avoir tout plein de raisons pour lesquelles les pays ne rendent pas leur feuille de route. Pour des pays avec des moyens financiers restreints, en fait, ça peut être très lourd administrativement, pardon, de produire des CDN. Mais en général, c'est pas forcément les pays qui sont les plus émetteurs de gaz à effet de serre, donc à la limite, c'est pas le plus grave. Pour autant, il y a des pays qui sont très émetteurs et qui ont mis du temps à les rendre. Mais est-ce que dans un sens, on préfère pas qu'ils mettent du temps, mais qu'ils rendent des feuilles de route qualitatives plutôt que de rendre des feuilles de route complètement vides et les rendre en premier? Donc voilà, il y a tout un tas de questions qui se sont posées. Euh, et même sur celles qui ont été rendues, en réalité, manque d'ambition, déception sur certaines feuilles de route, notamment pour le manque de financement, toujours. Hein, on est toujours sur les discussions post-Bakou et un manque de volonté politique, notamment dans les pays du Nord. Et je vais laisser Marine continuer sur les grands enjeux politiques. Tout à fait. Pardon, problème de caméra. Même si on a commencé à vous les dresser un petit peu, et encore une fois, l'idée c'est, enfin là, je vois déjà qu'on est quasiment à 1 heure de présentation, donc l'idée c'est pas de parler pendant des heures, donc c'est plus, je vous dresse un panel, mais on peut aller dans le détail plutôt dans les questions après. Et en fait, je pense qu'on peut commencer par celle-là. En fait, on commence à avoir une remise en question d'un principe qui est vraiment au cœur de l'accord de Paris, mais aussi de la Convention cadre, comme on vous l'a dit, c'est la responsabilité commune mais différenciée et des capacités nationales. En fait, on a des responsables historiques qui refusent, en fait, de plus en plus d'assumer leur passé et de rembourser ce qu'on appelle, nous, la dette climatique. C'est-à-dire qu'on a mis des pays dans des situations de crise climatique alors qu'ils ne sont pas responsables et en plus, ils n'ont pas la possibilité de se protéger, ils n'ont pas les moyens de le faire. Cette responsabilité-là, elle est de moins en moins reconnue et elle est évidemment rejetée par certains, typiquement les États-Unis. Euh, et donc, ça rejoint la tendance des pays du Nord qui veulent pas payer sous prétexte que les NDC des pays en développement ne sont pas assez ambitieux. Et ça revient à ce que disait Anna, c'est-à-dire qu'il y en a qui ont soumis à temps, mais c'était pas terrible. Il y en a qui ont soumis, mais en disant, bah moi, si là, en l'état, vu l'argent que j'ai, le peu d'argent que j'ai, je peux faire un peu ça, ça, ça. Mais par contre, si on me donne ce qu'on m'a promis, je peux faire ça, ça, ça. Et si on me donne même encore un peu plus, je peux faire ça, ça, ça. Mais ça, c'est pas reçu comme satisfaisant par les bailleurs du Nord. Et bien sûr, à côté que ça, on va en parler après, mais il y a aussi bien sûr des pays qui tentent tout simplement de détruire le système. Mais bon, si on reste sur ce principe qui n'est pas reconnu ou qui est de plus en plus rejeté, ça fait que la finance climat n'est pas à la hauteur. Et c'est ça qui casse la confiance, en fait. C'est-à-dire qu'on peut pas travailler ensemble si on n'a pas les moyens d'atteindre ensemble. Et là, on revient sur le fameux fantôme de Bakou, avec même pas un tiers de finance climat qui est mis sur la table par rapport aux besoins. La part pour l'adaptation qui reste très floue parce qu'en fait, on ne sait pas quel montant exactement va être donné à l'adaptation suite aux négociations de Belém. Donc pour les pays en développement, c'est extrêmement inquiétant parce qu'ils ont besoin en premier lieu d'un financement adaptation, puisque comme je vous disais, c'est leur priorité absolue. Pareil pour le fonds perte et dommages qui se remplit pas. Et donc ça crée vraiment un climat où les pays développés sont perçus comme non volontaires, hypocrites, pas respectueux des principes même de l'accord de Paris. Et ça donne une super plateforme pour certains autres qui veulent juste, comme je disais, qui sont pas du tout en fait alignés avec l'accord de Paris, qui ont pas envie forcément de le mettre en place, ou en tout cas par certaines parties
et qui de toute façon ne croient pas au multilatéralisme, donc le croient de manière différente. Donc on va pas revenir sur le cas des États-Unis, mais il y a certains pays du Golfe, souvent l'Arabie Saoudite est citée comme le grand méchant qui veut pas avancer sur certains sujets. Et clairement, chez l'Arabie Saoudite, c'est vrai qu'il y a un blocage politique sur l'atténuation, ça c'est évident, et en particulier sur les fossiles. Mais du coup, le fait que les pays du Nord ne soient pas exemplaires et en plus ne respectent pas leurs responsabilités, ça lui donne une super plateforme parce qu'elle arrive en disant, mais moi je suis volontaire, mais par contre je le ferai quand vous aurez fait votre part, parce que c'est quand même vous les responsables historiques, c'est à vous de montrer l'exemple en premier. Quand vous arrêterez de me demander mon pétrole, ouais, je transitionnerai, mais tant que vous me l'achetez, non, je vais pas. Donc c'est assez hypocrite de sa part aussi, mais le fait est que bah, dans l'absolu, elle a raison. C'est-à-dire que oui, effectivement, bah, si les premiers responsables font rien, bah, les autres vont pas s'embêter à le faire, quoi. Et l'Inde peut avoir aussi des discours comme ça, qui sont parfois assez destructeurs, ou en tout cas pas très, on va dire, constructifs. Et en plus de ça, vous avez un manque de leadership. En fait, vous n'avez pas de champion climatique en ce moment. Ça n'existe pas. L'UE est complètement désorientée déjà en interne. C'est-à-dire qu'on n'est plus sur une délégation qui est très soudée. Le moindre sujet, ils mettent 1000 ans à se mettre d'accord. On est sur une Union européenne aussi qui est très conservatrice, où le climat clairement prend de moins en moins d'attention politique, qui est donc pas très ambitieuse. Donc en même temps, elle a ce narratif de dire oui, nous on est un peu les champions du climat avec notre Green Deal, mais en même temps, quand on regarde ce qu'elle promet ou ce avec quoi elle vient au COP, bah, elle n'est pas à la hauteur. Donc, elle est jugée comme illégitime, et puis elle boude un peu. Alors, c'est dit d'une manière un peu triviale, mais c'est vrai que en ce moment, l'Union européenne est extrêmement sur la défensive parce que les US sont plus là, hein. Avant, c'est les grands méchants du Nord, c'était les États-Unis, parce que, comme je vous ai dit tout à l'heure, ils ont une responsabilité historique, mais aussi actuelle. Donc là, clairement, l'idée, c'était de dire, non, mais vous doublez vraiment les doubles, enfin, il y a vraiment une double casquette, quoi, de pollueurs. Et l'UE était souvent un peu, du coup, un petit peu caché, un petit peu préservé. Et là, bah, c'est l'UE qui est devant, en fait. C'est l'UE qui est le pays du Nord qui doit montrer l'exemple et elle le fait pas. Et du coup, c'est extrêmement mal pris. Mais vous avez aussi un manque de volonté et de courage politique du côté des autres pays du Nord qui sont peut-être moins regardés que l'Union européenne, mais qui ont tout autant à faire. Et c'est le UK ou le Canada ou encore l'Australie, où peut-être qu'il y a une meilleure relation avec certaines délégations du Sud, mais dans les faits, ce ne sont pas des pays qui sont leaders. On a la Chine qui se tait, qui en fait, de temps en temps, elle monte dans les négociations selon les sujets qui l'intéressent, et des fois non. Vraiment, elle est sur ses propres intérêts, et en même temps, quand elle voit qu'il y a, voilà, typiquement le fonds pertes et dommages qu'on a gagné à Sharm el-Sheikh, c'est en grande partie grâce à la Chine. Parce qu'elle est arrivée à cette COP en Égypte en disant, bah écoutez, ça fait 30 ans que les pays du Sud demandent un fonds pertes et dommages. Les pays du Nord refusent, ben moi je bloque tout. Tant que j'ai pas un fonds pertes et dommages, moi je ne vais plus rien faire à cette COP. Et elle a vraiment réussi à consolider tous les pays du Sud derrière elle. Et du coup, les pays du Nord en face, bah, ils étaient tout petits, parce qu'encore une fois, regardez combien ils sont là, tous ces pays-là. Hop, hop, hop. Quand vous avez tout ça là, qui est contre vous, ah bah oui, bah ça va être compliqué, d'accord? Et c'était vraiment l'idée par la Chine. Donc quand la Chine décide d'avoir un rôle diplomatique, elle le fait très très bien. C'est juste qu'elle décide pas forcément de le faire. Voire, elle se tait parce que ça l'arrange. Et vous avez des pays comme le Brésil qui essaye, mais qui n'a pas forcément les moyens, le pouvoir diplomatique qui est très très en tension par rapport à sa situation nationale aussi, il faut pas oublier, hein. Donc, du coup, ça fait que vous avez aucun pays ou aucun groupe de pays qui peut vraiment prendre le lead, que ce soit en termes d'ambition, mais aussi de pouvoir politique, diplomatique, financier, etc. Et pour finir, pourquoi il y a toutes ces tensions? C'est aussi parce que les alliances, ce qu'on appelle de l'ambition, s'effritent. C'est-à-dire que ceux qui travaillaient bien ensemble et qui leadaient en commun ces espaces-là sont en train de moins réussir à s'entendre. Et le premier gros problème, pour moi, c'est le problème qu'il faut qu'on règle, en fait. Mais bon, en tant qu'ONG française, je peux pas faire grand-chose. C'est qu'il y a un manque d'alignement entre les pays insulaires, les moins développés et le groupe Afrique. Ça, c'est ces trois groupes de délégations qui n'arrivent plus à travailler ensemble parce qu'ils commencent à avoir... En fait, le fait qu'il n'y ait pas assez d'argent sur la table, vous pouvez vous imaginer que ça fait qu'on s'engueule, hein, pour dire ça de manière triviale. C'est-à-dire que, bon, bah, le chèque est beaucoup trop petit, donc bah, tout le monde essaye de tirer comme il peut.
Et donc, ça fait que les pays du Sud se montent les uns les autres, contre les uns les autres, pardon, et donc on n'arrive plus à travailler ensemble. Et puis, il y a des intérêts politiques autres hein, qui font qu'ils arrivent moins à travailler ensemble. Et donc, on n'a plus cette alliance des plus vulnérables, ultra légitime, qui était beaucoup plus soudée avant. Chacun de son côté maintenant. Et en plus de ça, vous avez une collaboration qui est en train vraiment, vraiment de s'effriter entre l'UE, les pays insulaires et les pays les moins développés. Parce que justement, l'UE, en termes de légitimité, elle était perçue comme, on va pas dire complètement légitime, mais recevable, parce qu'elle arrivait à bien travailler avec ces deux délégations-là. En fait, son truc, c'était toujours de dire, nous, on veut que les plus vulnérables soient protégés du changement climatique. Et donc, ça montrait qu'il y avait une certaine volonté politique. Là, clairement, le dialogue entre ces délégations, l'UE n'est plus qu'un partenaire pour ces délégations-là, puisqu'elle n'a pas apporté l'argent sur la table, puisqu'elle ne répond pas aux questions d'atténuation, puisqu'elle ne répond même plus aux questions sur perte et dommages, etc., etc., etc. Et donc, vous avez ces deux tracks-là qui sont en train de s'effriter. Et on a aussi une certaine diabolisation des BRICS. Euh, Plutôt à tort, parce qu'en vrai, c'est pas un groupe de négo en soi, et vous pouvez vous imaginer, enfin, c'est un sac énorme, il y a quand même entre l'Inde, la Chine, la Russie et le Brésil, c'est quand même pas le même délire. Mais il y a ce côté, ah ben maintenant, c'est les grands BRICS qui mettent tout en l'air, et on peut plus travailler avec eux, et le fait est qu'il y en a qui sont pas du tout dans cette, enfin, qui sont pas forcément dans cette dynamique-là, mais il y en a d'autres, oui, on va effectivement pas pouvoir défendre la Russie et son ambition climatique. Mais du coup, c'est des pays qui pèsent de plus en plus sur les négociations et qui sont jugés parfois à raison, une grande partie, je trouve, moi, à tort, sur le fait qu'ils font capoter les négociations. Mais avant, ils n'existaient pas en tant que BRICS, quoi. Maintenant, ils font partie. Et donc, pour finir, qu'est-ce qui se passe? En fait, vous avez trois sujets fondamentaux qui patinent depuis des années, et c'est des sujets qui concernent, en fait, la question de l'équité de l'accord de Paris, c'est-à-dire que les pays du Nord, industrialisés, historiquement pollueurs, doivent être exemplaires et doivent donner de l'argent à ceux qui doivent faire leur transition. Et ça se fait pas, tout simplement. Ou ça se fait pas assez bien, pas assez en montant. Ça veut dire que la finance climat fonctionne pas, ça veut dire que l'adaptation n'avance pas, et ça veut dire que les pertes et dommages ne se concrétisent pas. Et donc tout le reste, il y a des petits nuages partout, côté atténuation. Pourquoi? Parce que les pays du Sud vont dire, bah, tant que moi j'ai pas ce qu'on m'a promis et ce que j'ai besoin, je peux rien faire. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, il y en a qui tirent profit de cette situation en disant, ah, bah oui, effectivement, l'Arabie Saoudite, dans les faits, elle n'a pas besoin de finances climatiques pour sortir des énergies fossiles. Mais elle se porte, on va dire, elle se porte solidaire des pays du Sud et elle dit, moi, j'avancerai pas tant que les autres n'auront pas la finance qu'ils ont besoin et tant que les pays historiquement pollueurs n'ont pas montré l'exemple. Voilà. Et ça lui donne une super plateforme, comme je vous disais. Et donc, on n'avance pas. C'est très schématique ce que je vous ai dit. Il y a bien sûr des petites ou des grandes nuances sur des sujets différents à apporter. Tout change que vous passez de la salle agriculture, forêt, article 6, c'est pas les mêmes choses. Mais là, je vous ai juste mis la trame de fond et qui est en train de polluer sincèrement les négociations depuis Bakou. Là, cette COP cette année, ça va être compliqué d'y remédier parce que le sujet de la finance n'est pas au top du top et de l'atténuation non plus. Mais bon, il faut surtout régler ces questions de finance pour qu'on puisse refaire descendre les tensions et permettre en fait que les alliances dont je vous ai parlé ici puissent refonctionner. Voilà, de manière très très rapide. Et pour finir, moi de mon côté, vous devez vous dire, mais pourquoi les gens ils vont à ces COP? En fait, ça marche pas. Euh, Ça marche, mais de moins en moins bien. Mais on peut encore tout rattraper. Et il y a beaucoup de gens dans la société civile qui travaillent sur ce qu'on appelle le sujet des réformes. Donc, comment on peut réformer? Je vous ai mis un petit flyer ici. Je vais pas aller dans le détail non plus, je vous laisserai lire, mais il y a vraiment plein de choses à faire pour que ces COP soient plus efficaces. Donc, que ce soit en termes d'inclusivité et de participation, de politique de conflit d'intérêts pour que les lobbyistes n'arrivent plus à rentrer dans les négociations. Euh, mais aussi la question de comment on fait en sorte que les agendas qui soient fixés fonctionnent bien, que la prise de décision soit plus efficace, peut-être que tout ne doit pas être au consensus. Voilà, des choses comme ça. Il y a plein de discussions qui sont pas encore inscrites dans les négos, mais nous, on va essayer de les pousser
Et pourquoi? Ben parce qu'en fait, si on ne sauve pas cet espace-là, enfin, on a quand même passé une bonne partie du temps là à le critiquer, mais ça reste le seul espace où chaque pays a sa voix contre les autres ou pour avec les autres sur le climat, où la société civile peut s'y trouver tous les ans. C'est très rare, en fait, d'avoir un espace où vous pouvez aller rencontrer des délégations nationales pour parler climat. En fait, ça n'existe pas. Et donc, l'idée, c'est pas de jeter le bébé avec l'eau du bain, mais c'est juste de l'adapter et d'essayer de sauver un minimum cet espace-là, qui reste en fait le seul qui nous permet de mettre la pression en fait sur les pays pour le climat et même pour la justice climatique de manière générale. Encore une fois, sans COP, il n'y a pas d'accord de Paris. S'il n'y a pas d'accord de Paris, il n'y a pas de finance climat, et etc., etc., etc. Donc c'est quand même des choses où on a gagné beaucoup de trucs. C'est juste que là, on rentre dans une période où on sent qu'on peut les perdre et on sent que le processus n'est pas assez robuste pour nous protéger et donc on essaye de travailler sur la réforme. Et donc, la dernière partie, je vous rassure, je te laisse, Anna, peut-être Ouais, enchaîner. juste avant, il y a une question dans le chat. Est-ce que Ah, la j'ai pas vu. solution ne pourrait pas venir de la Chine, du coup? Bah, oui et non. C'est-à-dire que, en fait, c'est un pays, effectivement, qui aurait un rôle capital à jouer, surtout depuis que les États-Unis sont plus là. Mais elle veut pas le jouer. Ou à moitié. Et moi, des conversations que j'ai, bah, vous pouvez imaginer qu'en tant que société civile, c'est très compliqué de discuter avec la Chine. Mais on a quand même des petits espaces où des gens qui nous aident à faire le lien. Euh, Moi, ça m'a surpris parce que je pensais, pendant longtemps, j'ai pensé que la Chine n'en avait pas grand-chose à faire de ce processus-là et qu'en fait, elle y allait plutôt pour de l'influence politique, mais qu'elle y croyait pas trop. Et en fait, de ce que on me dit, en tout cas, de ce que j'ai même pu entendre de certains délégués, c'est faux. En fait, pour eux, c'est hyper important, l'accord de Paris. Ça structure, en fait, leur orientation économique. En fait, les Chinois, ils fonctionnent comme ça dans leur vision diplomatique, c'est-à-dire que pour eux, le plus important, c'est que leur système économique réponde aux décisions politiques internationales. Donc là, clairement, c'est un pays qui a tout misé sur l'électrification, qui a bien compris que la transition, ça allait rapporter de l'argent partout dans le monde et qui est en train d'investir massivement, mais vraiment massivement partout. Et l'accord de Paris, c'est son backup, en fait. Voilà, c'est son backup économique. Donc, pour eux, c'est hyper important, mais ils n'ont pas envie d'être forcément le leader diplomatique parce qu'ils savent qu'ils peuvent potentiellement y perdre. Donc, sur certains sujets, ils s'y lancent et sur d'autres, ils s'y lancent moins. Et moi, de ce que j'ai compris, c'est qu'ils ont finalement en fait un peu la même compréhension que d'autres pays, on va dire émergents, c'est que pour eux, il n'y a aucun intérêt diplomatique à aller se cramer, entre guillemets, sur des sujets difficiles comme la finance climat ou l'atténuation. En vrai, la Chine, son grand sujet, où il y a de vrais, on l'attend, c'est l'atténuation. Elle va pas aller se cramer diplomatiquement sur l'atténuation si elle voit que l'Union européenne le fait pas. Donc elle, en fait, son truc, c'est de dire, bah moi, je vais toujours me positionner sur l'entre-deux. Je vais pas être le leader, mais de toute façon, je suis pas le responsable historique, donc je peux toujours me mettre un peu à distance en disant, mais moi, c'est pas que je veux pas, hein, mais j'attends juste qu'on me donne le signal. Là, clairement, l'UE, elle continue d'acheter mon charbon, elle continue bah, excusez-moi, elle fait pas sa sortie des fossiles correctement. Moi, je vais pas m'y mettre, j'attends. Et c'est sa manière de faire pour l'instant. Et nous, on espérait qu'elle changerait un petit peu, qu'elle oserait devenir vraiment le leader de certains sujets en propre, mais pour l'instant, elle le fait pas. Et je pense qu'elle le fera pas. Enfin, en fait, elle n'a pas une pression interne pour le faire. Contrairement à d'autres pays, dont les pays du Nord, où en fait, on est tous là à leur faire pression. À la Chine, le gouvernement, il fait ce qu'il veut. Donc, la solution de la Chine, pour finir sur cette question, parce qu'on pourrait en parler des heures, c'est qu'il faudrait une pression interne. Il faudrait une société civile, faudrait ça. Mais on l'a pas. Donc, on peut essayer de la motiver sur certains sujets, mais on pourra, à mon sens, on n'arrivera pas à faire plus, parce qu'elle n'a pas de pression en interne. Merci. Et du coup, on va passer à la dernière partie assez rapidement, comme ça après on peut échanger un petit peu sur comment s'impliquer dans les enceintes internationales, à savoir que, comme Marie l'a dit un petit peu au début, ça va pas être exactement les mêmes enjeux dans les intersessions, donc dans les SB de juin.
et dans les COP, notamment parce que les COP, les intersessions, du coup, c'est 2 semaines assez techniques, où il y a moins de médiatisation, où c'est beaucoup moins politisé. Là où les COP, c'est aussi des sessions qui sont séparées en deux. Bon, enfin, c'est assez grossier comme explication, mais séparées en deux. Il y a une première partie qui est également technique, un peu travail de fond sur les textes, et une deuxième partie beaucoup plus politique, donc où les ministres sont présents et où en fait c'est la partie politique où il va y avoir du coup des dialogues de plus haut niveau avec des décisions plus politiques dans le but de vraiment mettre une pression et de capitaliser sur un momentum pour arriver à un accord final à la COP. Donc en fait, la société civile doit aussi un petit peu s'adapter aux arènes dans lesquelles elle est présente et essayer de maximiser son impact dans un but de plaidoyer. Euh, Là, on va se focus un peu sur le plaidoyer, mais on peut ne pas faire que du plaidoyer dans les COP. On peut aussi faire de la pédagogie, on peut faire de la communication, notamment pour les personnes, là j'ai parlé du cas de la France, mais pour les personnes qui sont restées en France et qui essayent de suivre la COP, il y a beaucoup de choses à faire parce que les COP c'est extrêmement fourni en termes d'information et que voilà, on peut faire une forme de relais. Euh, mais du coup, pour parler rapidement des SB, il y a plein de manières de faire. La société civile française, il y a plein de jeunes qui y vont. Et comme les COP et les SB, c'est beaucoup d'espaces différents. Donc il y a les salles de négociation dans lesquelles on peut se rendre quand on est observeur la plupart du temps. Sauf si vraiment les États mettent un veto clair et net et disent en début de séance que il n'y a pas de possible, enfin qu'eux, ils veulent pas que les observateurs soient présents. En général, c'est pour des négociations qui peuvent être assez tendues, ce genre de choses, mais la plupart du temps, les observateurs sont autorisés en salle. Il y a des fois, ça peut être un petit peu compliqué de rentrer en salle si c'est des négociations qui sont à gros enjeux aussi, parce que ça manque de place. Notamment, je sais que l'année dernière, dans les SB, les dialogues océans, les observateurs étaient interdits tout simplement parce que enfin, une partie des observateurs était interdite tout simplement parce que bah, en fait la salle était trop petite. Euh, donc ce genre de choses. Donc les salles de négociation, tout ça pour dire que les salles de négociation sont l'un des espaces dans lesquels on peut faire du plaidoyer, notamment dans les dialogues, parce que il y a différents formats de négociation aussi. Les dialogues, c'est des formats où les observateurs sont parfois aussi invités à parler et à prendre la parole, notamment des dialogues sur les sujets océans, les dialogues sur les sujets ACE, donc Action for Climate Empowerment, qui en plus concerne pas mal la jeunesse. Donc c'est vraiment des espaces dans lesquels il peut y avoir de la co-construction, des workshops aussi, il peut y avoir la co-construction. Ça arrive aussi si euh, on n'est pas trop en retard sur la négociation des textes, que les co-chairs, donc c'est-à-dire les personnes qui animent les négociations, décident d'ouvrir le débat, par exemple à la fin de la négociation, aux observateurs et de laisser le floor aux observateurs pour qu'ils puissent s'exprimer et exprimer leur position sur le sujet. Donc ça, c'est aussi des choses qui peuvent être intéressantes. Ça, c'est dans les salles de négociation. En plénière, il y a aussi des prises de parole des groupes, des groupes dont Marine parlait tout à l'heure, donc Yungo, Ringo, etc., qui prennent la parole pour leur groupe, le groupe qu'ils représentent. Et en fait, il y a tout un tas d'autres espaces dans les SB et dans les COP où c'est possible de faire du plaidoyer, notamment en zone verte, à l'extérieur du centre de conférence pour Bonn par exemple, où il y a souvent des manifestations qui sont faites, notamment pour manifester contre le génocide en Palestine. C'était beaucoup le cas l'année dernière parce que comme on l'a dit, en fait c'est impossible de décorréler les enjeux géopolitiques et les enjeux de négociation climatique, même si, pour être très honnête, le secrétariat de la CNUC s'y attelle à vraiment essayer de cloisonner tout ça, mais en réalité, c'est complètement pas possible de le faire. Donc, il y a quand même beaucoup de demonstrations qui sont faites. Il y a aussi euh, d'autres organisations de société civile en dehors, genre notamment le camp climat, c'est comme ça que ça s'appelle, le camp climat à Bonn, où la Ouais. société civile se rassemble, s'organise. À l'intérieur du centre de conférence, il y a aussi des manifestations qui sont faites notamment sur les Amazon Oil, beaucoup, enfin, tous les ans, enfin, à chaque fois à Bonn et à la COP,
il y avait sur l'extraction d'énergie fossile, beaucoup de manifestations de peuples autochtones. Donc voilà, enfin, différentes formes de mobilisation aussi en interne dans les COP. Il y a aussi toujours la possibilité d'aller parler aux médias, comme ça a été dit un petit peu, qui sont très très présents en général, un petit peu présents à Bonn, très présents à la COP. Et surtout, quand on passe en semaine politique à la COP, ça peut être hyper intéressant d'aller médiatiser certains sujets où on estime qu'ils n'ont pas assez d'attention politique. Donc il y a toute une tout plein de manières de faire du plaidoyer qui dépendent aussi de où on en est dans les négociations. Oui, il y a des bilatérales qui peuvent être organisées avec certains pays s'il y a un pays en particulier qui bloque. Enfin voilà, il y a plein de choses à faire. Même si la société civile n'a pas une position confortable, la COP30 au Brésil était censée être la COP du renouveau de la société civile parce que ça faisait plusieurs années où la société civile c'était compliqué, notamment à Bakou, euh, parce que en fait géopolitiquement et au niveau droits humains, l'Azerbaïdjan est vraiment pas le pays le plus confortable en termes d'invitation de la société civile et il y a eu des vrais soucis. D'activistes à Bakou qui se sont fait suivre, qui se sont fait espionner, etc. La COP au Brésil était censée être un petit peu une bouffée d'air frais pour l'implication de la société civile, la COP des peuples, etc. Ça n'a pas forcément autant été le cas que ça aurait dû, notamment à cause des prix, du prix des hébergements, des complications logistiques diverses et variées auxquelles on a pu faire face. Et aussi parce que de plus en plus, c'est très compliqué pour les activistes d'avoir des badges et des visas, notamment pour les activistes des pays du Sud global. Euh, et c'est aussi pour ça qu'il y a tout un enjeu de réfléchir pour les activistes, notamment de l'UE, mais du Nord global de manière générale, s'il n'y a pas un enjeu de balancer les badges qui sont accordés. Euh, mais c'est vraiment pas aussi simple d'aller à une COP ou d'aller à des négociations en tant qu'individu activiste, et je pense que vous le savez aussi bien que moi, parce qu'il y a tout un enjeu de financement derrière, au-delà des enjeux purement logistiques de visa, de réussir à avoir des badges, etc., etc. Et je vais peut-être laisser la parole, si vous voulez compléter, soit Rania, soit Climate, et je sais que Marine, après, tu as une petite slide pour la position du RAC là-dessus. En vrai, côté Climate, enfin, de mon côté, j'ai rien à rajouter. Je pense que c'était assez complet. Et je veux aussi voir si on peut laisser un peu de temps pour les questions à la fin. S'il n'y a pas de questions, je pourrais raconter ma vie, mais voilà, pour l'instant, je laisse le floor. Je pense qu'on peut passer à ta slide du coup, Marine. Je vais faire pareil, du coup, je vais quasiment pas aller dans le détail, enfin, je vais pas du tout même aller dans le détail, parce que je veux surtout entendre les questions et il faut que ce serait bien que je puisse partir autour de 21 heures si possible, donc ça nous laisse pas tant de temps que ça. Donc, je vous ai mis les principaux messages sur lesquels on va sûrement partir. Le multilatéralisme juste, qui défend la paix, parce que comme on l'a dit, c'est pas possible autrement. Et le côté, on arrête de dire, c'est soit on est ambitieux sur l'atténuation, soit sur la finance, mais on peut pas. Enfin, il y a une espèce de constante opposition entre finance et atténuation, alors que ça devrait marcher ensemble. Et le troisième, c'est plus des messages tirés entre guillemets vers l'UE, et en particulier sur la France, on va lui demander de faire des efforts sur trois grands sujets qui sont la finance climat, qui est toujours pas très clarifiée du côté de la France qu'elle veut donner et comment, la diplomatie fossile qu'elle continue de permettre, notamment à travers sa majeure qu'elle ne régule pas assez, qui est Total Énergie, comme vous le savez, et tout ce qui concerne la représentation des territoires ultramarins qui ne sont pas inclus dans la délégation française. Voilà. Et écoutez, je vais arrêter le partage. Et comme ça, on a 20 minutes à peu près pour les questions, les commentaires, si vous le souhaitez. Et voilà, du coup, n'hésitez pas à lever la main si vous avez des questions ou à prendre la parole directement. Est-ce qu'il y a des personnes ici qui prévoient de se rendre à Bonn déjà?
peut-être à main levée. En fait, je vois pas, mais j'ai dit à main levée, mais je vois pas, donc ok, si je vois, c'est bon. Et vous pensez suivre quel sujet de négociation? N'hésitez pas à prendre la parole, hein. Oui, est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui, j'avais une question. Je suis étudiant en relations internationales et je me posais la question sur la responsabilité donc commune mais différenciée. Est-ce qu'aujourd'hui, il n'y a pas une question qui pourrait se poser sur la responsabilité de la Chine, qui n'est pas forcément historique mais actuelle, qui commence à avoir un poids qui est quasiment équivalent à ceux des pays historiques et est-ce que c'est poussé par certains États et est-ce que ça pourrait changer quelque chose donc dans les États dits du Nord pollueurs? Vas-y, Marie. Ouais, ok. Euh, Merci pour cette question. C'est une des questions centrales hein, qui se pose. Il y a des grosses attentes, effectivement. En fait, une des lignes de défense principales des pays du Nord, effectivement, c'est la Chine. C'est de dire, bah, en fait, surtout l'Union européenne, en fait, elle est tout à fait en position parce qu'elle dit, bah, exactement l'argument que vous avez mentionné, c'est-à-dire que maintenant elle pollue moins que la Chine, et que du coup elle voit pas pourquoi elle doit donner plus. Bon, là déjà sur cet argument-là, on peut y revenir parce que si on regarde la question des émissions par habitant, là la Chine est loin derrière. Donc il y a aussi cette question de attention quand on parle justement d'équité, de justice, etc. Faire payer, enfin voilà. En fait, en termes d'émissions, c'est pas selon quel angle on prend, c'est pas forcément vrai que la Chine pollue autant ou que les Chinois polluent autant que les Européens. Donc ça, c'est déjà un premier élément qui fait que c'est quand même un peu bancal. Le deuxième élément, c'est que en fait, la Chine, elle est assez maligne parce que elle fait pas partie de l'annexe 1, donc elle n'a pas d'obligation de finance, elle n'a pas d'obligation de reporting de finance, mais en fait, elle finance la transition à l'étranger, parfois de manière absolument pas OK, mais aussi parfois de manière tout à fait OK. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de fermes solaires, il y a beaucoup de projets notamment d'électrification, mais aussi oui, de solaire principalement dans le monde entier, dans les pays du Sud où elle subventionne pas mal. C'est juste qu'elle ne le rapporte pas parce qu'elle n'est pas obligée de le faire, en fait. Et du coup, il y a ce contre-argument arrive aussi dans la discussion en disant, mais en fait, c'est pas que je fais rien, c'est juste que j'ai pas les mêmes obligations que vous, donc je ne le visualise pas, je ne n'ai pas à le déclarer, mais en fait, je fais quand même déjà une bonne partie du taf. C'est juste que j'ai pas à le rapporter, quoi. Et ça, pour être honnête, ça a été une discussion qui aurait pu être très constructive à Bakou. C'est vraiment dommage que l'Union européenne ait pas voulu prendre cette pente-là ou trop tard, en fait. Il y avait déjà trop de braquage en face. Mais en gros, la Chine, quand elle est arrivée à Bakou, donc elle a soutenu le chiffre qui avait été proposé par son bloc, qui a été travaillé par le groupe Afrique, qui était plus de 1000 milliards. Et elle a dit, si les pays du Nord, donc les pays historiquement pollueurs, sont OK pour travailler sur ce chiffre. Moi, je suis OK pour discuter de où est-ce que je peux y contribuer, mais de manière volontaire, parce qu'encore une fois, je suis annexe 2, moi, je suis pas annexe 1, mais j'ouvre la discussion à comment je contribue et où est-ce que je peux potentiellement faire un peu plus de transparence sur mes investissements et ma finance climat que je fais déjà, en fait, hein. Et c'était vraiment une sorte de main tendue sur un des grands dadas des pays européens qui est la base des contributeurs qui contribuent à cette finance climat, qui veulent absolument étendre. Et là, en gros, le message de la Chine, c'était, si vous acceptez de travailler sur un montant raisonnable, je veux bien commencer tout doucement à discuter de ça. Et, euh, et l'Union européenne n'a pas voulu être trop ouverte dès le début, donc elle a pas voulu rentrer dans la conversation. Et quand elle a voulu la rouvrir 2 jours après enfin 2 jours avant la fin de la COP, bah, enfin, c'était foutu parce que le chiffre qu'ils ont mis sur la table, ça restait 300 milliards.
Et la Chine était là, bah non, du coup, je vais pas discuter avec vous de ce que je peux faire en plus puisque je suis pas d'accord avec votre chiffre. Ça a tout fait, bref. Bon, juste pour donner un exemple où effectivement cette dynamique, elle pose problème. Mais nous, pour terminer sur nos positions de société civile, oui, la Chine, elle pollue énormément, mais elle reste encore moins responsable que les pays historiquement pollueurs. Et donc, on peut quand même pas lui demander d'avoir les mêmes responsabilités. Ça veut pas dire il faut pas qu'elle en ait, et ça veut pas dire qu'il faut pas potentiellement les augmenter, mais on peut pas la mettre au même niveau, quoi. Et ça, enfin, c'est l'accord de Paris, quoi, en fait. Ou alors, il faut réécrire l'accord de Paris. Mais l'accord de Paris, c'est vraiment qu'il y a une distinction entre pollueurs et émetteurs récents et historiques. C'est la base du principe de cet accord-là. Et si on pousse, enfin, si on pousse la Chine à ce niveau-là, bah, on remet complètement en question. Et si cet accord est passé, pour la plupart des pays du Sud, c'est parce qu'il y avait ça. C'est parce que eux, ils ont peur. Ils se sont dit, OK, si un jour je suis développé, je vais me retrouver à devoir payer pour tout le monde, alors que je suis pas responsable de la crise climatique, en fait. J'ai pas pollué au 19e siècle, moi. Euh, donc, je dis pas qu'il faut pas en parler, au contraire, mais encore une fois, nous, on a très très peu d'influence. On n'a pas d'influence sur la Chine, mais c'est juste qu'on essaye de, quand le sujet arrive sur la table, on dit OK, mais pour demander à la Chine de faire plus, bah, faut d'abord que les historiques soient exemplaires, quoi. Enfin, en tout cas, soient plus convaincants. Parce que là, en fait, on lui demande de faire plus alors qu'eux font même pas ce qu'ils sont censés faire. Et c'est un narratif qu'elle va continuer d'utiliser jusqu'au bout. Il y a une question sur a-t-on une idée de la façon dont la fermeture du détroit d'Ormuz peut influencer les négociations? Après tout, la situation actuelle montre qu'il devient urgent de se passer des énergies fossiles. Est-ce que cet aspect est traité dans les négociations? Hum. Bah, je sais pas, vous me compléterez, les collègues, mais oui et non. C'est-à-dire que le sujet, il va pas exister dans les négos. C'est-à-dire, on va pas parler du détroit d'Ormuz, on va pas parler de ça, ça n'existe pas sur l'agenda. Vous savez, à l'ONU, c'est serré, hein. C'est pas l'agenda, on n'en parle pas. Donc, il y aura pas de discussion formelle de négo sur le sujet. Et même sur les énergies fossiles et leur dépendance, il va y avoir des dialogues où certainement ça va arriver, mais ça va rester. Pour l'instant, vu comment la COP risque d'être construite, Bonne justement va nous dire. Bonne va nous dire si fossile va prendre de la place ou pas et sous quelle forme. Mais pour l'instant, ça paraît assez marginal, malheureusement. Parce que, encore une fois, les fossiles n'ont pas d'espace de négo. C'est des dialogues par-ci par-là, c'est même des sommets extérieurs. Bon, à voir comment les présidences de la COP essayent de dire non, non, on va le mettre sur la place publique, ce sujet. Et là, à un moment, oui, ça peut arriver. Mais pour l'instant, on ne l'a pas, cet espace. Par contre, pour finir, c'est évident, mais alors c'est complètement évident que ça crispe les négos, qu'il y a certains délégués ou déléguées qui vont, quand ils vont prendre la parole sur d'autres sujets qui risquent, ça commence à arriver. Enfin, moi, j'en ai vu quelques-uns et j'en avais jamais vu avant, mais qui envoient des pics qui refuse de discuter avec certaines autres délégations. Le groupe arabe, je pense, va être extrêmement moteur là-dessus. C'est normal, entre guillemets, c'est-à-dire qu'ils vont certainement dire, en fait, vu notre position régionale et les conflits géopolitiques dans lesquels on a été emmené contre notre gré, d'ailleurs, au passage, euh, bah, venez pas nous demander de vous envoyer le plan de la sortie des fossiles, hein. Vous êtes tous en train d'en acheter pour aller bombarder à côté de chez moi, en fait. Donc ça, c'est des choses. Ça se dit pas comme ça, mais ça crispe, enfin, vraiment, ça détériore la confiance. Et donc, effectivement, si on crée un espace de discussion sur les fossiles, ça va certainement monter, mais de manière, bah, oui, de manière très agressive. À noter en plus, donc les États-Unis sont pas dans l'accord de Paris. L'Iran n'est dans quasiment aucun groupe de négo. Il est tout seul. Parce qu'il a jamais voulu faire partie d'un groupe de négo. Il se considère, la Turquie est un peu pareil. C'est des pays qui aiment bien avoir plutôt leur indépendance. Mais du coup, il est tout seul. Il a donc très très peu de marge de manœuvre. La Palestine n'est pas force négociatrice.
Et Israël est extrêmement isolé aussi. Donc en fait, en plus, on a des pays qui sont pas en mesure de prendre un lead dans les négos. Donc ça va plutôt se passer dans l'informel, dans les pics qui vont être envoyés, le refus de se parler, le manque de confiance. Voilà, c'est au moins ça, et c'est déjà énorme en vrai, c'est déjà énorme. Euh, et ça fait que, en plus, pardon, un dernier élément, et après vraiment j'ai fini. Du coup, dans les négociations, ça risque d'être plutôt quelque chose en toile de fond, mais qui va pas forcément exploser comme ça. Mais par contre, là où ça devient aussi très très tendu, c'est que nous, la société civile, et Anna l'a très bien dit, on essaye de ramener ces sujets dans l'enceinte de la CNUC pour leur dire, mais en fait, réveillez-vous, enfin, c'est cool de parler du 1.5, mais là, vous n'êtes pas du tout parti sur le 1.5, là, c'est n'importe quoi. Et nous, on est de plus en plus brimés pour ce genre de messages-là. Voilà, nous, quand on organise des actions pour la Palestine, déjà en général, comme l'a dit Anna, c'est pas dans la CNUC, elle nous demande de le faire dehors, ce qui est quand même dommage parce que les négociateurs, on les capte plus dans la CNUC que dans la négo que dans la rue. On n'a pas le droit de dire certains mots. Par exemple, on n'avait pas le droit de parler de siège, et pas le droit de parler de génocide. Enfin, franchement, c'est dingue. Du coup, on se fait, enfin, c'est des sujets qu'on nous empêche de monter parce qu'ils savent très bien que ça crispe, ils savent très bien que ça peut faire péter une égo. Et donc, on nous demande de crier nos messages à l'extérieur. Ceux qui veulent les entendre peuvent sortir, ceux qui veulent pas peuvent ne pas les entendre. Donc ça, enfin, c'est un sujet, très honnêtement, c'est un sujet hyper frustrant parce que c'est évident que ça va tout bloquer, mais ça reste pour l'instant très, comment dire, très en toile de fond, quoi. Moi, c'était très bien, je n'ai rien à dire pour compléter. Euh, Est-ce qu'il y a d'autres questions? Il y a Maya qui redemande rapidement comment sont sélectionnés les sujets portés lors des COP. Il existe des problématiques naissantes qui nécessiteraient éventuellement plus d'attention, comme celles engendrées par la technologie, par exemple, intelligence artificielle, etc. Alors, effectivement, les sujets, ils sont décidés. Bah, soit il y a en fait des sujets d'agenda dans chaque COP. Les parties se décident, bah, ce sujet-là, on le remet à l'agenda l'an prochain, ou on fait un dialogue dessous qui va faire un rapport qui sera publié l'année d'après. Donc, en gros, c'est décidé dans les COP, de COP en COP un peu, ou de bonne en bonne. Ça fonctionne aussi. C'est le secrétariat de la CNUC qui le met au point main dans la main avec les présidences de COP qui ont aussi, alors comme je disais tout à l'heure, elles peuvent pas supprimer, mais elles peuvent ajouter, elles peuvent un peu restructurer. Sur les nouveaux sujets, justement, là, c'est les présidences qui sont intéressantes, elles peuvent faire monter des sujets en fait dans les négociations. C'est un peu les seuls qui... Enfin, il peut y avoir aussi une demande, je vous cite un exemple, soit ça se passe dans des salles qui sont pas dédiées, mais les États arrivent à mandater la CNUC. Par exemple, sous le premier bilan mondial, il n'y avait aucune discussion sous perte et dommages. Et les États, aussi avec la pression de la société civile, ont réussi à créer un espace perte et dommages sous le bilan mondial parce qu'ils ont dit, bah ok, il n'y a pas de salle qui est attribuée, il n'y a pas d'agenda item, mais il faut le faire. Donc ça peut soit passer par une salle comme ça, où les États mettent la pression, ou c'est une présidence qui arrive et qui dit, bah écoutez, moi ça m'intéresse, c'est un sujet que j'ai envie de porter. Donc je le mets à l'agenda. Et après, bah, idéalement, les États s'y intéressent, il y a des initiatives qui se créent, et puis ils finissent par mandater la CNUC pour l'intégrer dans les prochaines réunions. C'est comme ça que là, par exemple, bah, Océan est rentré comme ça. Océan, moi, quand j'ai commencé, ça n'existe pas dans la CNUC. Euh, la question de la désinformation climatique est arrivée à peu près l'an dernier, l'année d'avant. Pareil, c'est rentré par la présidence. Droits de l'enfant et le climat. Pareil, présidence émirati, ça continue derrière. Donc les sujets peuvent rentrer comme ça. Pour l'instant, l'IA, je l'ai pas vu passer en termes de sujet en soi. Ça veut pas dire que ça passera pas, hein, mais pour l'instant, il n'y a aucune présidence qui l'a porté. Il y a eu beaucoup de side events, enfin il y a pas mal de side Ouais, les events. side events, c'est vrai. Ouais. Il y a eu des side events sur l'IA, notamment
sur l'utilisation de l'IA générative pour le support aux négociations climatiques, beaucoup plus que sur l'IA en tant que problème et les enjeux de l'IA, ce qui est foncièrement pas terrible, terrible, quoi. Du coup, l'IA est un peu traitée, mais c'est vraiment très partiel et plus sur comment on peut s'en servir en réalité dans les négos, quoi. Et je vous envoie. Mais on le remettra sur le truc WhatsApp, la communauté, et on vous le remettra par mail aussi, je pense. Mais le guide des présidents de séance du secrétariat de la CNUC, qui en fait est pas du tout réservé que aux présidents de séance du secrétariat de la CNUC, mais qui est un guide assez complet sur le fonctionnement de la CNUC et des différents accords, donc notamment le protocole de Kyoto et l'accord de Paris, comment sont prises les décisions, qui a quelle fonction, etc., etc. Donc, si vous voulez vraiment vous faire un gros tunnel sur comment fonctionne la CNUC et qui décide quoi, n'hésitez pas à les lire. C'est 80 pages quand même, mais en vrai, il y a beaucoup d'infos dedans et ça se lit bien, entre guillemets. Euh, Si l'Europe, j'ai pas complètement compris la question, peut-être que Marine, tu comprendras mieux que moi. Si l'Europe investit correctement dans les fonds, doit-on s'attendre à une relance des COP? Ah oui, ok, en fait j'ai compris. Ou à une présentation de nouvelles excuses de la part des autres pays? Bah, c'est un peu toute la question. Je pense que je pense que oui, ça va faire qu'on a certains pays qui vont plus pouvoir se cacher. Et donc là, on peut ressortir l'exemple de l'Arabie Saoudite, qui pourra plus dire ah bah oui, non mais moi je ferai quand les autres feront. Si on lui dit bah ça y est, les autres font, elle va essayer de trouver une autre excuse. Par contre, en fait, quand ce type de pays, c'est ce qui se passait avant en fait, quand ces pays-là sont isolés. Oui, ils embêtent pendant les négos et oui, c'est compliqué, mais ils sont très minoritaires et au final, ça passe parce que vous avez cette alliance hyper légitime des pays insulaires, des pays africains, des pays les moins développés qui poussent et qui arrivent à bosser en parallèle avec des pays du Nord, qui arrivent à bosser avec les pays d'Amérique latine, qui en fait créent cette dynamique-là. Et au bout d'un moment, l'Arabie Saoudite, ça peut rien faire contre ça. Là, ce qui l'arrange, c'est que non seulement les pays du Nord sont pas, voilà, comme je disais, sont pas légitimes, sont un peu hypocrites, voire beaucoup, et en plus, les alliances du Sud sont pas robustes. Donc, si tu fais le puzzle de manière un peu schématisée, même s'il y a sûrement pas que ça, mais encore une fois, quand même, ça débloquerait pas mal de choses selon nous. Si tu as l'Union européenne qui devient vraiment ambitieuse, exemplaire. Alors exemplaire, on sait bien qu'elle va pas pouvoir mettre 1000 milliards, 1000 milliards de milliards là, comme ça, elle-même toute seule sur la table. Mais si déjà elle reconnaît les besoins, qu'elle dit OK, 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 j'entends, j'entends qu'il n'y a pas assez, j'entends qu'on fait pas le taf, je vais essayer de faire mieux, qu'elle se montre volontaire. Elle recrée des meilleurs liens avec les délégations du Sud ambitieuses qui elles-mêmes du coup sont de plus en plus robustes. Elle enlève les tensions en donnant une toute petite part de gâteau pour plein plein de gens. Bah, du coup, elle enlève un peu les tensions des pays du Sud qui se montent entre eux. La Chine va se sentir un peu portée, elle va dire, ah bah là, si je veux rester dans le game, je vais devoir un peu suivre. Et c'est comme ça que ça part, en fait. Donc ça va pas tout régler, mais c'est un point de départ essentiel, mais vraiment essentiel. Et oui, on la regarde, elle, parce que, bah oui, c'est celle qui a le plus, enfin, c'est 27 pays riches, quoi. Donc c'est pas UK, c'est pas Australie, c'est pas... Non, bah, évidemment, c'est la deuxième cible à taper, entre guillemets, quand tu veux de la finance climat. Euh, et ouais, là, on a une réalité de terrain aussi en Europe qui est très difficile parce que vous le savez, on est dans un contexte très, très, très conservateur et qui a pas beaucoup d'écoute sur les questions de solidarité internationale. Donc ça, c'est aussi un problème, quoi. Merci beaucoup. Je pense qu'on va s'arrêter là pour pouvoir vous libérer toutes et tous. En tout cas, merci encore Marine. Enfin, franchement, j'ai trouvé ça super. C'était hyper intéressant. Euh, et voilà, on se retrouve du coup le 20. Alors, il faut qu'on vous renvoie
Alors, excusez-moi, il faut qu'on vous renvoie pardon, le lien parce que la formation atténuation se tiendra le 26 et pas le 25. Mais du coup, il y a la formation atténuation changement climatique le 26 et le 28, si je dis pas de bêtises, il y a la formation adaptation. Confirmez-moi. Ok. Et du coup, la formation adaptation le 28. Et après, on fera une petite pause parce que du coup, il y a les intercessions du 8 au 18 juin. Et on prendra la semaine d'avant les intercessions pour se préparer aux intercessions. Parce que c'est quand même un peu de boulot à préparer avant. Et on vous fera aussi un retour. Il y aura un événement retour sur ce qui s'est passé à Bonn. Oui, enfin la pause. La fameuse pause. La pause dans le cycle, mais pas la pause chez nous, quoi. Et du coup, les sessions de formation recommenceront après les SB, donc après le 18 juin. Voilà, merci beaucoup Marine, c'était super. Et